Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News pour votre émission hebdomadaire Hebdo Show. Nous avons le plaisir de vous accompagner ce soir pour la toute première soirée du Ramadan. Alors tout d'abord, Saha Ramadankoum, Saha Siamkoum, Saha Ftorkoum. J'espère que cette première journée de jeûne s'est bien passée pour tout le monde. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Gamal Abina. Bonsoir Gamal. Saha Ftork Gamal. Badis Khnissa est également avec nous. Bonsoir Badis. Faisal Mataoui est également autour de la table. Bonsoir Faisal. Bonsoir Noël, Et puis il y a également Mehdi Rezar. Bonsoir Mehdi. Bonsoir, salam alaikum, saha Ramadankoum, saha ftourkoum, et Inch'Allah yidkhul alaykoum Ramadan Karim. Alors au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, l'inauguration à At-Taraf par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de la troisième usine de dessalement d'eau de mer après celle de Cap-Blanc à Oran et de Fouca 2 à Tipaza. Nouvel épisode de tension entre Alger et Paris. Le gouvernement français, téléguidé par l'extrême droite, enchaîne les provocations et frôle le point de non-retour. Et en ce mois de Ramadan, comment se présente la saison télévisuelle des dramas et des comédies? Nariman Zeka nous en parlera avec son invité de ce soir, le réalisateur Yahya Mouzahama. Alors voilà, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a inauguré à Taraf la troisième usine de dessalement d'eau de mer, après celle de Cap-Blanc à Oran et de Fouca 2 à Tipaza. Des stations, nous le disions, Faisal Mataoui, réalisées en un temps record. Nous l'avons dit la semaine dernière, on le rappelle, cette semaine, un temps record afin de pouvoir être livré avant le début de ce mois sacré du Ramadan. Absolument, Lilo, vous savez, c'est très important. On en parlait la semaine passée, vous avez raison, Nouhed. La sécurité hydrique est devenue un élément important dans les stratégies des États, d'autant plus, comme nous disait Kamel Abina, aussi que les guerres du futur seront probablement alimentées par ce carburant qui est donc l'or bleu. Effectivement, le président Abdelmadjid Tebboune, avec toutes les entreprises algériennes, il faut noter que c'est un success story algérien, parce que c'est des entreprises algériennes, et on a vu, comme on le voit à l'image, le président Abdelmadjid Tebboune prendre des photos avec ses ouvriers qui ont travaillé d'arrache-pied avec les cadres, les ingénieurs, pour donc être à jour et aussi être au rendez-vous. Cette station donc dans l'extrême est algérien, à côté de Draouch, après celle de Fouca au centre du pays et Cap-Blanc dans la région d'Oran, donc complète ce processus, et le président Abdelmadjid Tebboune aussi a annoncé qu'en 2026, il y aura d'autres projets, 5 à 6 projets, pour atteindre l'objectif stratégique de couvrir les besoins nationaux de 62% par l'eau dessalée. Et également, c'est une manière aussi, comme on l'a déjà souligné dans de précédentes émissions, c'est une manière aussi d'économiser l'eau, les nappes phréatiques, les nappes albiennes. Il faut aussi penser aux générations futures, il faut laisser l'eau souterraine pour le futur et exploiter cette eau donc inépuisable, parce que les mers sont toujours là. C'est vraiment un succès de l'État algérien dans ce processus marquant, parce que l'Algérie aujourd'hui, selon les experts, est le pays numéro 1 en Afrique en matière de dessalement d'eau de mer, et probablement que dans le futur on sera parmi les 5 ou les 6 pays au monde dans cette technologie maîtrisée, il faut le noter, par les Algériens. Badis Khnissa, on peut parler aujourd'hui de succès pour l'État algérien? Plus qu'un succès, je dirais, c'est quand le génie algérien s'exprime, qui plus est porté par une volonté politique qui est celle du président de la République Abdelmadjid Tebboune, avec ce plan d'urgence notamment, et sur lequel il y tient tant par son engagement personnel, puisqu'on a vu effectivement que c'est quelqu'un qui suit les dossiers, mais surtout aussi par le soutien financier. On rappelle l'enveloppe aujourd'hui allouée à ce projet, qui se compte de plusieurs milliards, 5,4 de mémoire, ce qui est phénoménal, ce qui est important, mais ce qui aussi marque la nécessité, l'importance et la stratégie adoptée par le président de la République à vouloir, ce que j'ai dit tout le temps, passer de l'eau de mer à l'eau potable. Vous savez, plus qu'un succès, pourquoi aussi? Parce que une station, c'est un exploit. 3 stations livrées en série, c'est exceptionnel, qu'on se le dise. Et c'est pas fini. Et qui plus est, j'apporte pour donner un ordre d'idée aussi, l'une des plus grandes usines de dessalement en Europe, elle se situe à Barcelone. C'est 200 000 mètres cubes jour. On est en train de parler de 300 000 mètres cubes jour, inaugurés en série, donc depuis quelques jours. Donc c'est pour vous dire, effectivement, c'est un exploit à bien des égards. Aussi, Faisal l'a bien souligné, cette guerre de l'eau, notamment, aujourd'hui, dans laquelle l'Algérie
s'inscrit de pas sûr, notamment en allant vers l'émergence, puisque quand on dit l'eau, effectivement c'est la vie, mais je l'ai dit la dernière fois, c'est aussi le développement. Développement économique, c'est le stockage stratégique, c'est aussi l'agriculture, c'est l'eau économisée, les nappes phréatiques en l'occurrence, la rétention d'eau notamment dans les barrages. C'est donc que des points positifs que le président de la République a voulu effectivement non seulement mettre à profit dans l'absolu, mais aussi pour les générations futures, puisqu'on est en train de parler d'investissement sur du long terme. Au-delà, effectivement, d'autres aspects qui sont, à titre d'exemple, la transition écologique, notamment sur le changement climatique sur lequel l'Algérie aussi le prend à bras-le-corps. Et là, je peux aussi peut-être mettre en exergue un autre point, un autre indicateur, qui est celui justement de l'empreinte énergétique. Non seulement nous avons ce savoir-faire qui est économique, puisqu'on a fait des économies, financier, puisque c'est de l'autofinancement algérien, et technologique, puisque c'est comment on appelle ça, l'osmose inversée. Donc c'est une technique, je dirais, de pointe. Et en plus de ça, c'est-à-dire qu'avec une empreinte énergétique très faible vis-à-vis d'autres usines, notamment devenues obsolètes dans le monde, à savoir qu'aujourd'hui, juste pour vous donner un ordre d'idée, produire 1 mètre cube d'eau, ça nécessite à peu près 2,5 kWh versus 12 kWh il y a quelques années. Donc c'est pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, l'Algérie s'est inscrite à pas sûr dans une feuille de route notamment, où elle a donné rendez-vous avec non seulement l'espoir, mais surtout avec l'émergence, puisque l'eau, encore une fois, c'est le développement. L'eau, c'est d'assurer justement les ressources de notre pays et surtout aussi donner la chance à nos concitoyens, effectivement, d'avoir ce mirage mondial devenu réalité algérienne. C'est beau ce que vous venez de dire, en tout cas, Vadis Khnissa. Mahdi, je me tourne vers vous. Ces stations, on doit le rappeler, c'est important, elles ont été réalisées avec un capital humain 100% algérien. 100% algérien, issu d'ingénieurs, de salariés, d'entrepreneurs uniquement algériens. Moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est que malheureusement, je pense qu'on sous-estime la prouesse technologique qui a été faite à travers la création de ces 5 stations. Il y en a 3 qui ont été déjà inaugurées en 3 semaines, il y en a 2 qui vont être inaugurées pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Ces 5 stations qui ont été faites en un temps record, en 26 mois, avec des consortiums algéro-algériens où la société mère Sonatrach a travaillé avec ses différentes filiales. Et je pense qu'on n'en parle pas assez et qu'on n'arrive pas assez à comprendre la prouesse qui a été faite pour, dans un temps aussi serré, des stations qui déversent 300 000 mètres cubes par jour. Enfin, c'est juste exceptionnel. La deuxième chose que moi je dis, et je pense très sincèrement déposer l'appellation pour la breveter, c'est l'AGV. L'AGV, c'est quoi? C'est l'Algérie à grande vitesse. L'Algérie à grande vitesse, elle ne s'arrête plus. Ça veut dire que maintenant, prouesse sur prouesse, technologie sur technologie, on commence à avancer main dans la main entre Algériennes et Algériens, avec des personnes qui sont issues des universités algériennes à 99,99%, pour la plupart justement de chez nous, et on arrive par rapport à notre main-d'œuvre, à notre formation algérienne, à faire des établissements de cette acabit-là. Moi, ce qui me fait rire, vivant également en Europe, quand ils inaugurent un centre commercial pour mettre des magasins pour vendre de la fripe, tu vois 45 caméras de télévision avec 55 hommes politiques. Nous, on fait des choses comme ça et c'est sous-estimé ou c'est pas assez mis en valeur. Et ça me dérange personnellement. Il faut savoir également quelque chose qui est important, c'est que la durée de 26 mois, quand on est passé par un appel d'offres international, ils demandaient entre 50 et 60 mois pour faire ces stations de dessalement. Donc on a fait 2 fois moins, juste entre nous. Et c'est ça ce qu'il faut se dire, et c'est ça qu'il faut répéter à outrance. C'est que en économisant 1,2 milliard, 1,100 milliard, 1 milliard 100 millions d'euros. En devise en plus. En devise, exactement. Et en plus, l'argent reste chez nous, c'est-à-dire que ça tourne chez nous, entre la Sonatrach et ses différentes filiales. Donc c'est ça qui est bénéfique. Mais c'est important pour moi de remettre à sa place cette prouesse technologique. C'est une prouesse technologique et ce n'est pas fini. L'AGV, l'Algérie à grande vitesse, a démarré et je peux vous dire qu'elle sera très difficile à arrêter. Et Gamal Abina, l'Algérie à grande vitesse, ça vous parle? J'aime bien cette expression parce que... Algérie à grande vitesse, AGV. Je vais déposer le brevet, crois-moi. Labellisé, Mahdi Breza. Labelliser, on va labelliser ça ensemble. À l'Hebdo-Show, on va labelliser ça. AGV, Algérie à grande vitesse. Retenez bien ça, mesdames et messieurs. À garder, effectivement. Non, j'allais dire un truc, plusieurs éléments. D'abord, on parle de
300 000 fois 5, hein, ça fait 1 500 000 mètres cubes d'eau par jour. Oui, absolument, donc c'est considérable. D'autres stations doivent être livrées d'ici 2030, ce qui veut dire qu'on assurera 60% des besoins du pays en eau, effectivement. Sans passer par la nappe phréatique. Tout à fait. Oui. Donc ça veut dire qu'on va économiser de l'eau. Mais surtout, c'est important de rappeler des choses essentielles, parce que les gens ne se font pas une idée précise. L'eau est rare, puisque l'univers a très peu d'eau, d'accord ? L'eau est rare sur Terre, alors pas l'eau, dans le sens où la planète qu'on appelle Terre devrait s'appeler planète mer, puisque l'essentiel de la planète est couverte d'eau. Mais l'eau douce, c'est 3% de tout le couvert de la planète. 3%, qui est obtenu par l'évaporation, puis après ça tourne dans les montagnes, ça vient en ruisseau, bref. Le problème, c'est que chez nous en Algérie, il y a très peu de ruisseaux, enfin pas de ruisseaux, très peu de fleuves, je veux dire. On a des oueds, c'est souvent asséché l'été. On est dans un stress hydrique qui a été accéléré par le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, on choisira le terme qu'on voudra. Et là, le fait de faire des investissements structurants, il faut parler de cela, c'est structurant. D'abord, c'est anticiper des problèmes qui arrivent, malheureusement. On constate par exemple que le voisin de l'Ouest, comme on l'appelle, actuellement est dans une crise profonde et puissante d'assèchement du territoire. Et que malheureusement pour eux, et je le déplore pour les paysans marocains évidemment, ils sont obligés de forer jusqu'à 200 mètres pour récupérer les eaux des nappes phréatiques. Et pour cultiver quoi ? Je vous le donne dans le mille. Des tomates, donc quelque chose qui est qui consomme énormément d'eau. Donc malheureusement, ils sont en train d'assécher leurs nappes, ils ont des moyens difficiles, enfin ils commencent à une difficulté chronique, on le sait depuis 6 ans. L'Algérie comprend qu'il y a un phénomène qui arrive vers nous, qui devient dangereux, en dépit du fait qu'on a effectivement, je crois, construit 120 barrages depuis l'indépendance, ce qui est énorme, hein. On ne se rend même pas compte des retenues d'eau considérables, mais que malheureusement le taux de remplissage n'est pas forcément au maximum. Eh bien ils ont anticipé ce mouvement en créant ces stations, qui sont déjà nombreuses, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui on va arriver quasiment à, si on cumule toutes les stations, quasiment avec 3-4 millions de litres d'eau par jour qui vont être effectivement servis à la population algérienne pour la protéger. Il faut savoir que l'eau, c'est à la fois, d'abord l'eau c'est la vie, on commence par le début, l'eau c'est la vie, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Ensuite l'eau c'est alimenter la population, mais pas seulement, une partie, seulement 30%. L'eau c'est alimenter l'agriculture, une partie aussi importante, et l'Algérie met le paquet sur l'agriculture, il y a une explosion agricole actuellement, et surtout l'eau c'est pour les usines. On oublie ça. Et l'usine qui utilise l'eau est retraitée à nouveau. Donc il y a un circuit qui est en train de se mettre en place, ce qu'on appelle l'économie circulaire, où cette eau n'est pas perdue parce qu'elle coûte cher à la fabrication, même si effectivement elle a été divisée par 6, le coût c'est divisé par 6 il me semble, il n'en demeure pas moins que ça reste cher. Après, la future centrale, je pense, et ça on peut en parler si tu veux, Badis, les futures centrales qui vont être intéressantes, c'est quoi ? C'est les centrales mixtes, à savoir énergétique classique et l'énergie solaire, éolienne, ou j'en passe, parce qu'on pourrait avoir de l'eau en continu, abondante et gratuite, qui ne coûte plus d'énergie au pays. Très bien. Je vais juste apporter peut-être un élément, un éclairage, un complément à ce que tu disais. Ce qui démontre aujourd'hui l'excellence, je dirais le choix stratégique notamment de l'Algérie par rapport à cette diversification d'approvisionnement en eau non conventionnelle, notamment par rapport au dessalement, c'est qu'on a le voisin de l'Ouest, même si comparaison n'est pas raison. Aujourd'hui, le Maroc connaît la sécheresse la plus importante depuis 40 ans. Vous voyez, c'est deux pays qui partagent quasiment le même climat, la même géographie. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, nous avons devancé dans une vision de prospective, de stratégie notamment en matière de stockage d'eau, mais aussi de diversification. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ces choix sont payants. La sécurité hydrique de l'Algérie, d'accord ? C'est comme la sécurité financière de l'Algérie, c'est comme la sécurité militaire de l'Algérie. Ça impose une stratégie de souveraineté et d'indépendance permanente. Et c'est ce qu'a voulu le président de la République, Abdelmajid Tebboune, où il a voulu consolider la souveraineté de son pays. Quand tu es indépendant et tu veux garder ta souveraineté nationale, tu es obligé de mettre des garde-fous partout, sur tous les enjeux majeurs qui peuvent atteindre ton peuple, en l'occurrence l'argent, l'énergie, l'eau, la nourriture, l'alimentation, la nourriture, et l'armée. Donc c'est une vision. Nous avons une vision, je le dis en toute connaissance de cause. On m'aurait dit ça il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans, je n'aurais pas cru à cette vision. On a un pouvoir politique qui a une vision sur le long terme, où on fait des choses pour protéger le peuple et la souveraineté de l'Algérie. Voilà ce que c'est une vision d'un homme qui arrive à incarner la sécurité du pays. Tout simplement, je m'en fous de me comparer à X ou à Y. Moi, je ne veux pas que quand on fasse des stations de dessalement d'eau, quand on fasse des centrales électriques, ça soit subventionné par la Banque mondiale, par le FMI, par X ou Y entreprises qui te donnent des taux d'intérêt à 40%, à 30% et qui après ont une sorte d'épée Damoclès sur ta tête. D'accord ? Parce qu'après, tu es dans un diktat économique avec eux où tu n'as plus ton indépendance, où tu leur dois constamment quelque chose. Ces centrales, ces stations, ont été faites
exclusivement avec de l'argent qui nous appartient, avec nos fonds propres. Nous n'avons aucun endettement extérieur par rapport à toutes nos infrastructures et nous continuerons parce que AGV, l'Algérie à grande vitesse. Et le meilleur Celui reste à qui ça à plaît pas, venir. il y a des murs et il se tape la tête dedans. Le meilleur reste à venir. Donc à retenir également cette semaine, messieurs, la visite de Brahim Marad, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire en Espagne. Brahim Marad a rencontré le secrétaire d'État à la politique territoriale espagnole, Arcadi España Garcia. Faisal Mattaoui, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler, est-ce qu'on peut dire qu'on va aujourd'hui vers le renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'Espagne? Absolument. L'Espagne est un grand pays européen, un pays voisin de l'Algérie. Il y avait aussi il y a beaucoup d'accords entre ce pays et l'Algérie. Monsieur Marad Brahim est le premier responsable algérien à visiter le Royaume d'Espagne depuis moins de 2 ans, parce que les deux pays ont traversé en parenthèse une crise diplomatique qui a été réglée, parce qu'il s'agit aussi de consolider la relation. L'Espagne est un pays qui nous ressemble beaucoup, on parlait de dessalement d'eau de mer, c'est un pays où il y a de dessalement d'eau de mer, qui a aussi un stress hydrique, qui a une agriculture développée, et M. Merad, avec M. Garcia, qui est donc ministre effectivement chargé de la politique territoriale espagnole, parce que l'Espagne a un système territorial assez particulier, a beaucoup discuté donc avec les responsables espagnols pour un peu renforcer la relation dans ce domaine, notamment, et le domaine des trafics routiers, la sécurité routière, parce que l'Espagne a aussi un système très intéressant, d'ailleurs qui est cité comme modèle dans le monde, dans la gestion de la circulation dans les villes, et vous savez qu'en Algérie, on a un peu ce problème, notamment dans les grandes villes comme Oran, Alger, Annaba, Constantine et ailleurs. Et M. Merad a assisté, donc il a discuté aussi avec les responsables en charge de cette question pour essayer aussi de collaborer, de travailler avec les experts, les responsables espagnols en matière de gestion du territoire, de collectivité locale, parce que l'Algérie, comme disait Mahdi, dans l'Algérie grande vitesse, travaille aussi sur les politiques territoriales, donner plus d'équilibre entre les territoires, parce que c'est un développement local cohérent. Il est cohérent, il doit être cohérent pour donner les chances à tout le monde. Et donc, il y a cette expérience algérienne était évoquée aussi en Espagne pour aussi s'inspirer, aussi travailler ensemble, parce que les collectivités locales, nous aident aujourd'hui, travaillent dans les pays européens notamment à développer les économies locales, mais aussi à participer à la macroéconomie. Et l'Espagne pourra être citée en modèle. Donc 10 ans contre l'Algérie et l'Espagne, la page de la crise est définitivement tournée. Badis, la page de la crise est définitivement tournée entre l'Algérie et l'Espagne. En témoigne justement l'entretien qu'a eu Ahmed Attaf avec son homologue espagnol en marge de la réunion ministérielle du G20. Tout à fait. Non, mais c'est même une page diplomatique, une nouvelle page diplomatique qui s'ouvre aujourd'hui notamment sur des bases sereines, saines, des fondations aussi d'amitié notamment, puisque c'est des relations historiques. L'Espagne et l'Algérie, effectivement, au-delà de la géographie, c'est aussi beaucoup d'échanges, des intrants agricoles et autres, donc tant sur la technologie que sur le savoir-faire. Donc effectivement, c'est beaucoup de perspectives de consolidation et de renforcement des relations. C'est aussi, et je reviens sur peut-être le qualificatif qui a été employé par le ministre espagnol, à savoir l'Algérie est un partenaire clé. Voilà, c'est ça l'Algérie. Donc l'Algérie, c'est aussi un partenaire stratégique. Faut-il rappeler que l'Algérie aussi a joué un rôle décisif dans la libération de l'otage espagnol il y a si peu. Donc l'Algérie, d'un point de vue aussi coopération sécuritaire, est un acteur majeur et pivot notamment dans l'équation et sécuritaire, lutte antiterroriste, mais aussi du Sahel. L'Algérie aussi, notamment, et c'est pourquoi cette rencontre, elle revêt aussi une profondeur diplomatique, puisque c'est la première rencontre diplomatique depuis justement la brouille en novembre 2022. Donc effectivement, c'est beaucoup de leviers, notamment et d'approches. Et puis, je reviens sur la brouille. Vous vous rappelez, c'est important de le dire aussi que l'Algérie, pourquoi elle est un partenaire clé et fiable aussi, c'est parce que au-delà de la brouille, notamment, et sa perception notamment par d'autres pays qui ont voulu au fait exploiter ça contre l'Algérie, l'Algérie est restée quand même un partenaire fiable en matière d'approvisionnement de gaz à l'Espagne, malgré encore une fois certaines divergences. Donc c'est ça un acteur fiable, c'est ça un acteur au service de l'intérêt commun, c'est ça aussi un acteur pivot au service d'un avenir commun, notamment y compris avec l'Espagne, quand on voit effectivement, peut-être en comparaison avec d'autres pays comme
Comme en Europe, l'Algérie n'est pas du tout isolée, bien au contraire. Exactement, l'Algérie n'est pas isolée. Merci, un commentaire sur la relation entre Alger et Madrid. L'Algérie est en loin un pays isolé, de toute façon, tout le monde le sait. La visite de monsieur le ministre, monsieur Mered, avec le patron également de la DGSN, Direction Générale de la Sûreté Nationale, monsieur Badawi, prouve que nous arrivons à avoir des échanges constructifs avec des gens intelligents et respectueux. Voilà, et comprendra qui pourra, je ne sais pas s'ils sont assez intelligents pour comprendre, mais quand on parle d'alter ego, d'intelligence entre deux grands pays que sont l'Espagne et l'Algérie, eh ben nous avons des réunions de ce type-là, de cet acabit-là, qui prouvent comme quoi, malgré quelques petites tensions qu'il y a eu par-ci par-là, eh ben, quand vous êtes entre bonnes personnes et personnes intelligentes, vous arrivez toujours à communiquer, toujours à échanger et toujours à trouver des solutions aux petits problèmes qu'il y a pu avoir par le passé. C'est une nouvelle voie, enfin une nouvelle destinée qui commence entre les relations bilatérales algéro-espagnoles. C'est de très bon augure et nous voyons comme quoi ça avance sur de très bons augures, sous de très bons augures. Coopération algéro-nigérienne cette fois-ci. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu cette semaine le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, Bakary Yaou Sangaré. Gamal Abina, l'Algérie et le Niger également déterminés à consolider leur... Excuse-moi, juste une chose, Nouhed. Je suis désolé de te reprendre. Il y a une chose aussi qu'il faut toujours savoir, c'est qu'il y a toujours eu un profond respect entre l'Espagne et l'Algérie. Toujours. Même quand il y a eu des frictions, il y a toujours eu ce respect. Il n'y a jamais eu un mot au-dessus de l'autre, ni d'un côté ni de l'autre, malgré certaines frictions. Et ils sont toujours. Voilà. C'est très important le respect mutuel que ces deux pays ont toujours eu l'un pour l'autre. La caricature des gens, c'est de dire que l'Algérie, par exemple, s'embrouille avec un pays. Pourquoi elle revient en bon terme avec ce pays? D'abord parce que les relations internationales sont complexes, sont traversées d'intérêts financiers, d'intérêts politiques, géopolitiques, mais surtout, on prend l'Espagne très rapidement pour essayer de casser un peu ce genre de stupidité quand on ne comprend pas les relations. En 62, l'Espagne reconnaît l'Algérie immédiatement comme État indépendant. On est sous Franco. En 75, il y a une dégradation de la relation parce que la responsabilité espagnole historique est au rendez-vous. 77, ça s'accélère la dégradation. 82, un retour de l'Espagne démocratique pour le coup qui revient dans des relations bonnes avec l'Algérie qui s'accélèrent. Des traités d'amitié en 2012, 2013, 2015 jusqu'à 2017. Et puis après, une petite brouille. Mais en réalité, les États ont toujours des moments de tension et d'amélioration. En vérité, et fondamentalement, l'Espagne et l'Algérie sont voués, parce que c'est les Méditerranéens, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, l'Andalousie, j'en passe, à travailler ensemble, parce que les Espagnols, par exemple, sur les filières agricoles, avicoles, enfin, il y a tout un tas de filières comme ça qui sont développées, et surtout la relation entre l'Espagne et l'Algérie, c'est une relation de gagnant-gagnant. Donc il n'y a aucun intérêt à ce que ces pays se brouillent. Et de respect, toujours. Le respect a toujours été de mise dans les relations. Preuve en est, c'est que si l'Algérie s'est remis en bon terme avec l'Espagne, c'est parce qu'il y a des relations économiques qui étaient là et qui n'ont pas été rompues. Oui, mais ça, c'est pas... Ni des journaux, ni des médias, ni des responsables. Et pour cause. D'abord parce qu'il n'y a pas de consensus antérieur, et surtout parce que, d'abord, l'Algérie est un pays responsable, il n'a pas coupé le gaz, c'est vrai, ça a été rappelé. Et puis l'autre aspect important qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la question palestinienne portée par l'Espagne est tellement merveilleuse, extraordinaire et singulière en Europe, il y a 4 pays, que les Algériens ont apprécié cela. Il y a l'Irlande aussi. Et sur les questions du Niger. Voilà, sur le Niger, Alors, Gamal Abina, l'Algérie et donc le Niger ont une relation de coopération stratégique. Vous savez, c'est plus que stratégique, c'est puissamment fort. Pourquoi? Parce que, d'abord, quand le Niger, quand Bazoum est écarté du pouvoir, l'Algérie, pour des questions de principe et de morale, dit c'est pas bien. Il leur dit, voilà, il était élu, il fallait peut-être pas l'écarter. Mais ça, c'est une question de posture pour être propre, entre guillemets, sur le plan international. Après, de pas de leçon. Là, on n'est pas dans la condescendance qu'on peut observer chez certains pays. Ils prennent acte du nouveau pouvoir, qui en plus n'est pas rejeté par la population, et constatent l'état de délabrement du pays. Pas d'autoroute, 50% de la population qui ne sait pas lire et écrire, pas d'électricité dans le pays qui fournissait l'uranium à la France. Et donc l'Algérie, qui avait déjà des relations avec le Niger sur les questions pétrolières dans le nord du pays, les Chinois étant dans le sud pour l'exploitation pétrolière avec du gagnant-gagnant, c'est pas l'exploitation pour les poches algériennes, a décidé de protéger le Niger contre la CEDEAO. Il faut se rappeler ce qui a été dit. C'est un geste fort qui a été fait et ça les Nigériens n'ont pas oublié. Les Algériens ont dit nous n'autoriserons aucune frappe sur le Niger, qui est un pays souverain. Et à partir de là, la relation s'est améliorée, s'est accélérée. Mieux, ce fameux pipeline, ce gazoduc qui est en train de relier les 3 pays, va développer l'économie du Niger, et on le sait. À savoir l'Algérie, le Niger et le Niger. Absolument. Et les Algériens vont produire de l'énergie au Niger, électrique. Donc le Niger, qui est un pays qui est sous-développé aujourd'hui, pour des raisons malheureusement de néocolonialisme, va devenir un pays qui va accéder à l'électricité, donc au développement économique.
Très bien. Faisal Matawi, un dernier mot avant d'aller en pub. L'Algérie va allouer des projets pour aider effectivement et soutenir l'État du Niger, qui est un État voisin. Vous avez raison, Gamel, c'est des relations plutôt fraternelles entre les deux pays. Le Niger est également un grand pays voisin du Sud, l'Espagne au Nord. Il y a la Sonatrach va aussi contribuer à la construction d'une centrale électrique de 40 MW au Niger. La Sonalgas plutôt, c'est la Sonalgas qui va travailler. Donc les deux pays sont en train de passer au projet concret. Il faut pas oublier également la dorsale transsaharienne à fibre optique. Absolument, la fibre optique, la dorsale hypercamon transsaharienne. Le projet est évoqué par Gamel, donc le gazoduc qui va du Nigeria vers l'Europe en passant par le Niger et l'Algérie, qui va permettre aussi à le Niger de se développer. Donc c'est du concret, c'est une diplomatie concrète. Voilà. Et toucher le droit de passage aussi. On revient dans quelques instants, messieurs, pour continuer à parler de la coopération avec le Niger, tout de suite après la pub. Regardez Hebdo Show, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on poursuit notre discussion, messieurs, autour donc de la coopération entre l'Algérie et le Niger. Je vous avais un petit peu coupé la parole tout à l'heure, Faisal Matawi. Vous reveniez sur la dorsale transsaharienne à fibre optique. Qui est très importante, la dorsale transsaharienne, parce qu'il y a beaucoup de villages dans le Sahel, notamment au Niger, au Mali et dans d'autres pays qui sont un peu isolés du monde. Et cette dorsale est importante parce qu'elle va permettre donc à ces villages de se connecter au réseau Internet, mais également d'apporter des moyens d'apprentissage, d'éducation, de formation pour les jeunes, etc. Et donc l'Algérie, avec ses pays voisins, notamment le Mali, le Niger, travaille en ce sens. Parce que par le passé, rappelez-vous, Sonatrach avait des projets aussi dans ce pays, un pays qui a été sous les fourches codines de l'ex-puissance coloniale, qui a tout fait pour l'éloigner du développement. L'uranium est un produit par le Niger, et le Niger est parmi qui a des réserves très importantes dans ce produit. Et malgré ça, ça ne bénéficie pas à la population nigérienne. Gamel, vous rappelez que Areva a été chassé de cette région, parce que Areva avait aussi un rôle très nocif dans la région. Donc l'Algérie n'est pas un pays qui apporte des nocivité à ses voisins. Au contraire, on parlait de la groupe Sonalgas, donc qui va accompagner les frères nigériens d'avoir donc cette station de centrale électrique. Il va même aider à former les cadres. Excuse-moi, Faisal, je te coupe. La centrale qui a été offerte. Oui. Offerte, d'accord, au Niger, c'est une centrale qui sera livrée à la fin de l'année 2025. Oui. C'est pas un projet, c'est pas une promesse, ce n'est pas une promesse en l'air. Oui. D'accord, ce n'est pas une promesse lors d'un discours qui ne verra jamais le jour. La centrale sera livrée d'ici la fin de l'année 2025. Une centrale offerte par l'Algérie à ses frères nigériens. C'est pas la même chose, parce que on connaît tous les politiques qui promettent tout et n'importe quoi quand ils sont sur le pupitre, mais après, il n'y a pas d'effet. Là, ça a été dit, fait, acté, et il y a déjà la deadline de livraison de la centrale au Niger, gratuite par le gouvernement algérien au gouvernement frère nigérien, pour le peuple frère nigérien. À la fin de l'année 2025, elle sera réalisée et livrée. Donc c'est très important aussi. La deadline aussi est très importante. Et ça montre encore le génie algérien de la capacité à produire algéro-algérienne, et qui même s'exporte maintenant, le génie algérien s'exporte pour ses voisins et ses frères. Absolument, Sonalgas peut aussi aller dans d'autres pays africains, parce qu'elle a effectivement l'ingénierie, elle a la compétence, l'expertise. Et dans ce protocole d'accord, Mehdi, la Sonalgas va aussi accompagner la formation des techniciens. Elle va même travailler pour la distribution du courant électrique dans ce pays. Mais quelle ironie quand même. Vous vous rendez compte un peu le côté abject quand même quand on y pense. 33% ou 35% des besoins énergétiques français qui sont faits par l'uranium ont garanti à la France une explosion énergétique considérable. C'est abondant en France. Ils vivent très bien. Pendant ce temps-là, un pays qui a eu 60 ans d'indépendance, qu'est-ce qui lui arrive? Il n'a même pas bénéficié d'une centrale. Rien. C'est un pays qui est sous-électrifié. À l'époque, il y avait un plan Borloo un peu fumeux qui n'est jamais vu le jour, comme d'habitude. C'est pour ça qu'il fait référence à cette fameuse centrale livrée et les vieux plans qu'on ne voit jamais arriver. Des promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte que le pays qui bénéficie à plein régime de l'énergie gratuite, parce que c'est négocié par l'acheteur, c'est quand même incroyable, eh bien, n'a pas été capable de mettre une petite centrale quelconque, même pas nucléaire, mais une simple centrale électrique. Le Niger est sous-développé parce qu'il n'a pas d'énergie. L'énergie, évidemment, c'est la possibilité de faire des usines, c'est la possibilité de pouvoir faire des stations de pompage. Il y a plein de choses comme ça qui n'appartiennent pas au territoire. Donc le pays le plus énergivore
d'Europe, la France en l'occurrence, n'a pas été capable de donner le minimum au Niger, alors que les Algériens en même pas 2 ans, c'est fait, quoi. Alors, il y a également autre chose à retenir, Faisal, je me tourne vers vous cette fois-ci, Badis Khnissa, c'est l'Algérie qui a envoyé en août dernier, il faut le rappeler, une aide humanitaire donc, au Niger suite aux inondations qui ont donc touché le pays. 4 avions de transport militaire contenant des vivres, des médicaments, du matériel médical, des tentes, des matelas, tous fournis par le Croissant Rouge algérien. Exactement, la solidarité, c'est ce qui caractérise la diplomatie algérienne. C'est une diplomatie bienveillante, sans calcul, désintéressée, qui est au service de l'intérêt commun, de l'intérêt notamment des pays amis. Et le Niger en fait partie. Le Niger aujourd'hui, il faut aussi, j'apporte peut-être quelques éléments géopolitiques. Le timing, notamment. Aujourd'hui, janvier 2025 marque une année après la décision du Niger, de l'AES, notamment de sa sortie de la CEDEAO. C'est très important de le dire. Donc la CEDEAO, un an après, aujourd'hui, le Niger se retrouve en dehors de la CEDEAO. C'est un choix, notamment, qui est alimenté par plusieurs points et leviers, à savoir à l'époque où la France avait demandé à la CEDEAO de porter des opérations militaires, notamment contre le Niger, ce qui est inconcevable notamment, et puis surtout ce qui mettrait la région à feu et à sang. Et ce qui était refusé par l'Algérie. Ce qui était refusé par l'Algérie, effectivement. Donc, si vous voulez, l'Algérie, comme levier de stabilité, mais levier aussi de développement, et tout à l'heure Faisal l'avait dit, effectivement, dans ces élans de solidarité, dans ce gazoduc notamment qui va aussi, faut-il le rappeler, rendre accès du gaz aux Nigériens, notamment la population nigérienne, donc le développement lui-même. Et au-delà de ça aussi, c'est pour aussi permettre au Niger aujourd'hui, au même titre que l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, à choisir souverainement, je dirais, leurs alliés, leurs partenaires, ce qu'ils appellent les partenaires sincères. C'est très important de rappeler ce qualificatif, sincère. Donc c'est des partenaires stratégiques et l'Algérie en fait partie. Donc au-delà de sa participation dans l'intégration au développement des pays amis, et c'est ce qu'elle le porte notamment comme projet, notamment au sein de l'Union africaine, donc à travers le fonds, à travers aussi d'autres leviers, à travers le partage du savoir-faire. Tout à l'heure on a évoqué l'électricité. Aujourd'hui il s'avère que notre fleuron économique pétrolier, énergétique, Sonatrach s'exporte à l'étranger, donc partout, ça tombe bien, effectivement, on en a besoin pour effectivement apporter un développement. Les bourses, par exemple, les bourses estudiantines notamment, y compris les bourses algériennes d'études professionnelles. Effectivement, donc c'est en somme, l'Algérie, elle est en droite ligne avec ses idéaux, avec son idéologie, avec son ADN diplomatique, à savoir aider autrui. Parce que la stabilité de la région, c'est la stabilité de tout le continent et c'est la stabilité aussi. Et en matière d'aide, il faut noter qu'avant le ramadan, la période du ramadan, l'Algérie, sur ordre du président Abdelmajid Tebboune, a envoyé 3 avions d'aide humanitaire, comme on l'a vu, aux frères nigériens. Donc effectivement, l'Algérie est en train d'appuyer toujours ses voisins. Ce n'est pas un pays qui agresse ses voisins ou qui fait des campagnes de haine. Au contraire, c'est un pays qui est là et qui a toujours été là en matière de solidarité internationale. De toute façon, le changement stratégique prôné par le président Tebboune, où maintenant il pense d'abord à l'Afrique, l'Algérie pense d'abord à l'Afrique sous sa mandature plutôt qu'au reste du monde, ça donne des projets comme ceci. L'Algérie maintenant est en quelque sorte le grand frère de l'Afrique, où à chaque fois qu'un pays africain a besoin de nous, on répond présent et on répond grandement présent. Donc voilà, c'est une orientation différente de ce qu'on faisait avant, et c'est une orientation qui est, pour ma part, bénéfique, parce que justement, entre nous, entre Africains, on arrive à développer, pour moi, le plus beau continent au monde. Voilà, et c'est que comme ça, en étant solidaires entre Africains, entre nous, qu'on arrivera à développer ce beau continent. Très bien, merci messieurs. On passe tout de suite au débat du moment. On a choisi de revenir sur la crise diplomatique entre Alger et Paris. Dernier épisode en date, les déclarations du Premier ministre français François Bayrou après l'attaque au couteau de Mulhouse, des déclarations qui concernent les accords de 1968 réglementant la circulation des ressortissants algériens en France. Le Premier ministre a annoncé donc qu'ils seront remis en cause si des voies ne se trouvent pas pour rendre possible le respect des accords. Badis Khnissa, les accords de 68, une fois de plus remis sur la table. Pourquoi selon vous ? Je pense qu'à un moment donné, il faut rétablir les vérités et puis surtout
déconstruire les fantasmes, notamment de cette extrême droite, cette droite extrême, et on peut rajouter aujourd'hui ce centre extrême. Oui, l'extrême finalement. Donc c'est très important de le dire, parce que les accords de 68, au-delà, bien évidemment, je ne vais pas faire un cours juridique, mais au-delà le fait qu'il soit vidé de sa substance avec tous ces amendements qui ont été apportés. 3 fois réexaminé depuis 1968. Absolument. 3 fois réexaminé depuis 1968. Hein. Absolument. Donc c'est très important de le dire, et puis surtout aussi, maintenant, allons au fond du sujet, à savoir cette révision. On ne peut pas unilatéralement déclarer une quelconque révision, notamment sur un traité qui relève du droit international, qui est finalement au droit du français. Badis, il n'y a pas de clause de dénonciation dans l'accord. J'y viens, Ça justement. veut dire que l'État français ne peut pas dénoncer l'accord de 1968. Faisal, j'y vais plus loin. Non seulement il n'y a pas, selon l'article 63 de la Convention de Vienne, il n'y a pas de clause de dénonciation, mais la rupture diplomatique n'est pas une clause de dénonciation. Absolument. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. C'est un levier parmi tant d'autres que brandit notamment les frustrés qui ont des calculs, on en parlera plus tard, politiques, certains de présidence, d'autres de présidence de parti, et qui font de l'Algérie ce slogan politique à travers ce spectre, notamment entre parenthèses, qui est l'accord de 68, qui est finalement, on peut inverser les rôles. C'est-à-dire que cet accord 68, maintenant, s'il est amené d'une manière quelconque à être amendé ou voire même annulé, les accords d'Évian, on en parle aussi. Donc, non, je pense que la politique, c'est du sérieux. Oui. La diplomatie, c'est encore plus sérieux, puisque ça relève des relations internationales et ça relève aussi du respect mutuel entre les pays. On a évoqué tout à l'heure l'Espagne. Nous ont tant aimé de voir justement cette sagesse, notamment dans l'approche, à savoir à commencer par rendre la diplomatie aux diplomates, et surtout aussi sonner la fin de la récréation. Et je pense qu'il me semble aujourd'hui, y compris au sein même de le haut sommet de l'État français, il y a une cacophonie incroyable, il y a une espèce de dichotomie, il y a une espèce de cour de récréation dans laquelle tout le monde se pense ou se projette à la place du roi. Non, l'Algérie n'est pas un levier. C'est surtout une prérogative du président de la République. Ça ne regarde pas les ministres qui s'occupent de l'intérieur. Ils prennent vraiment des dimensions surdimensionnées dans leur rôle. Et c'est quand même inadmissible de voir qu'ils essaient de déborder par la droite un président qui a déjà s'est prononcé là-dessus. Gamal et Badis, moi je vais aller encore plus loin que vous et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Le séminaire interministériel qui a eu lieu cette semaine, d'accord, présidé, ça s'appelle Comité interministériel de contrôle de l'immigration. Ils auraient eu du courage. Ces personnes-là auraient eu du courage, ils auraient appelé Comité pour l'Algérie. Voilà, mais ils n'avaient pas le courage. Moi, je suis quelqu'un d'assez cartésien et je parle en chiffres. L'immigration algérienne représente 11% de l'immigration totale en France. On n'entend que l'Algérie partout sur tous les plateaux. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Alors, à ces personnes, je vais dire plusieurs choses. La première des choses, je vais citer, et je ne fais pas ça souvent, un ancien ambassadeur, diplomate et ancien ambassadeur de France aux États-Unis, ex-représentant permanent de la France à l'ONU, qui s'appelle M. Gérard Haro. Je cite sur son compte Twitter, début de citation. Tôt ou tard, nous conclurons que la politique suivie vis-à-vis de l'Algérie nous mènera dans une impasse. On fera alors appel aux diplomates pour réparer le gâchis. Un peu de réalisme, s'il vous plaît. Fin de citation. Ancien ambassadeur de France aux États-Unis et ancien ambassadeur de la France au Conseil de France à l'ONU. D'accord ? C'est quelqu'un, c'est pas le diplomate de pacotille. Il sait de quoi il parle. La deuxième des choses, c'est que moi, il y a quelque chose qui m'a choqué. En 2022, peut-être que vous ne le savez pas, je vais vous donner un nom. Il s'appelle M. José González. Ce José González, c'est le député du Rassemblement national qui a été élu dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône lors des élections législatives en 2022 et qui a été réélu en 2024, après la dissolution. Cette personne est, ce député, M. José González, est la personne la plus âgée de l'Assemblée nationale. On rappelle d'où il vient aussi. Voilà, le plus ancien en termes de... Il est né en 1943 en Algérie. À Oran, entre guillemets. Tout à fait. Le doyen, donc c'est le doyen du Rassemblement national. Dans l'Assemblée nationale, il y a une coutume, c'est que le doyen de l'Assemblée nationale a le droit de faire le discours il préside la première séance inaugurale de l'Assemblée nationale. Vous savez de quoi il a parlé en 2022 lors de l'Algérie, bien sûr. Il a parlé, non, il a vanté, écoutez-moi bien, et vous pouvez le rechercher sur YouTube. Non, c'est connu. José González, il a vanté les bienfaits de l'OAS. Tout à fait. Évidemment. En présidant la première session inaugurale de l'Assemblée nationale. Et il fait partie du Rassemblement national. C'est un député RN.
C'est d'ailleurs une amie, Sabrina, qui s'est opposée à lui, qui est députée aussi et qui a trouvé ça inadmissible. Donc, pour aller discours dans de ton sens, terroriste. cher ami, pour aller dans ton sens, la relation algéro-française est prise en otage par une partie minable de l'extrême droite qui fait de la relation bilatérale un fonds de commerce pour se faire élire dans des élections malsaines qui ne voudront rien dire. On est en train de gonfler la baudruche, on est en train de le gonfler en disant les LR. Les LR, c'est quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que représentent les LR en France? Les Républicains. Rien. 6%. Rien. Donc, on est en train de me parler d'une immigration à 11%, l'immigration algérienne, par un parti politique qui représente 6%, les LR. Et on est en train d'en faire sur tous les plateaux de télé. Et ça ne dérange personne. Et personne ne voit qu'on est, en quelque sorte, dirigé, téléguidé par une certaine doctrine médiatique. Ça ne dérange personne. C'est gros comme un ballon, mais personne ne voit ça. Il y a quand même, Mahdi, des députés de la France Insoumise, comme M. Éric Coquerel et d'autres. Monsieur Éric, on en parlera plus tard. Moi, je vais juste dire une chose. Madame Mathilde Panot. Moi, je vais juste dire une chose, Faisal, pour finir. Qui ont dénoncé ça. L'Algérie ne dépend pas de la France. L'Algérie ne dépend pas de l'Europe. L'Algérie est un pays indépendant, que ça vous plaise ou non. L'Algérie est sous le diktat de personne et l'Algérie est libre et indépendante. Que ça vous plaise ou non. Que ça soit M. José González, que ça soit Mme Marine Le Pen, que ça soit M. Retailleau ou que ça soit au petit voyou de Éric Ciotti. D'accord? Qui est, je le rappelle, pour mesdames et messieurs les téléspectatrices qui, lui, nous traite de voyous, il est 3 fois mis en examen et il a coûté 500 000 € de frais hospitaliers pour sa mère en faisant des faux usages de faux. Donc, ce ne sont pas des personnes de cet acabit-là qui pourront, nous, la grande Algérie, nous traiter de dictature ou de régime ou de je ne sais quoi. D'accord? Je le répète encore, l'Algérie, l'immigration algérienne ne représente que 11% de l'immigration totale en France. Et elle est régulière. Et elle est régulière pour 90%, 95%. Et je peux vous dire que si on enlève les médecins algériens, les architectes algériens, les avocats algériens, tout ce qui fait la richesse de l'immigration algérienne, ils vont avoir bien du mal à nous remplacer. Ça, c'est sûr. Alors, vous évoquiez Faisal Matawi, Éric Coquerel. Eh bien, Éric Coquerel évoque la stigmatisation de l'Algérie utilisée dans des objectifs politiciens pour attiser la confrontation. On l'écoute et on en reparle. Il n'y a plus tellement d'avantages pour un ressortissant algérien par rapport à d'autres ressortissants, par exemple, d'Afrique du Nord. Bien. Donc là maintenant, c'est le totem qu'on veut toucher, et on veut y toucher pourquoi? Parce qu'on veut toujours plus de confrontation avec l'Algérie pour des raisons qui, à mon avis, sont liées à la fois ou peut-être au contexte, et puis à cette politique, ce fond de politique que M. Retailleau exprime quand il parle des Français de papier. Puis notre intérêt de nation n'est pas celui-là, c'est pas l'intérêt de l'Algérie, c'est pas l'intérêt de la France, c'est pas l'intérêt des 6 millions de concitoyens qui ont un lien avec l'Algérie par leur descendance ou par... Voilà, donc Faisal Matawi, vous évoquiez donc le cas Éric Coquerel qui dénonce un petit peu tout ce qui est fait du côté de l'extrême droite. Absolument, il faut saluer quand même les députés et les sénateurs de LFI, la France Insoumise, le parti de gauche, qui quand même ils disent autre chose que ce que disait Mahdi, la bien-pensance de la droite et l'extrême droite. M. Éric Coquerel a clairement dit que la France est en train de commettre une erreur historique en s'attaquant à l'Algérie. Il a bien expliqué pourquoi. Et d'ailleurs, elle a été parmi les rares voix à critiquer le fait que la diplomatie française, la politique extérieure est prise en otage par un ministre de l'Intérieur. Ouais. Vous avez vu dans les images tout à l'heure avec M. François Bayrou, qui est le Premier ministre, qui était à côté de lui, à sa droite, il était presque en train de lui souffler les phrases. C'est Éric Retailleau qui n'est pas le ministre des Affaires étrangères, alors que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était à côté, était dans la deuxième place, alors que sur le plan protocolaire, c'est quelque chose qui est anormal. Ça veut dire que le ministre de l'Intérieur de la France, qui est de l'extrême droite, est en train de mener la politique de son pays vis-à-vis de l'Algérie, parce que Mahdi l'a souligné, depuis qu'il a été bombardé ministre de l'Intérieur, parce qu'il n'a pas gagné les élections, et le gouvernement n'a aucun ancrage populaire, parce qu'il n'est pas l'émanation des élections législative, il ne parle que de l'Algérie. Ça fait presque 4-5 mois, chaque jour, chaque 2-3 jours, c'est l'Algérie qui est présente. Et il a une autre obsession, c'est les accords de 1968 évoqués par Badis. Si on annule les accords de 1968, on reviendra au régime
des accords, c'est-à-dire qu'on revient aux accords d'avion, la libre circulation sans visa. Et donc finalement, c'est peut-être même pas réfléchi. Oui, oui, et en plus, Mehdi a raison. Les accords de 1968, c'est un traité international qui ne peut pas être géré par le ministre de l'Intérieur. Oui. C'est au ministre des Affaires étrangères ou le président de la France. Et d'ailleurs, elle a été vidée parce qu'elle a été amendée, comme l'a souligné Mehdi, à 3 reprises. Et d'ailleurs, dans la conférence de presse de M. Macron, au Portugal, il a cité les accords de 1994. Il n'y a pas des accords en 1994. En 1994, il y a eu la circulaire du ministère de l'Intérieur sur le régime de circulation, de réadmission des Algériens. C'est une circulaire ministérielle. Il y a eu le décret qui a apporté un avenant aux accords de 1968. Donc il y a tout un discours qui est faux, qui est donc factuellement faux, qui a des termes qui sont inexacts et qui sont servis à l'opinion publique française qui croit que les Algériens ont un régime spécial, qui peuvent entrer quand ils veulent, qui peuvent avoir des cartes de séjour, etc. Alors que c'est exactement faux. Et donc ça rentre effectivement dans ce discours. Vous voyez dans l'image comment le ministre de l'Intérieur est juste à côté de Bayrou, ce qui n'est pas du tout normal. Donc ça veut dire que M. Bayrou, peut-être que lui-même va dans le sens de son ministre de l'Intérieur, contrairement à ce que dit le président Macron, parce que lui apporte un autre discours. Pour continuer à parler un petit peu de Bayrou avant d'aller vers les propos d'Emmanuel Macron, alors François Bayrou a dit, je cite, nous leur donnerons 1 mois, 6 semaines. Alors est-ce que c'est 1 mois, est-ce que c'est 6 semaines, on ne sait pas trop. Apparemment, il n'est pas très clair, même lui, il est un petit peu perdu. Voilà, est-ce que vous pensez-vous... Déjà, il devrait répondre aux questions qui sont en train de lui être posées par rapport au scandale de Betaram et lorsqu'il était maire de Pau. Et lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, où il y a eu un scandale de pédophilie et de violence et de beaucoup d'autres choses dans une école privée de Betaram dans son secteur, où il était au courant, où ses enfants même étaient scolarisés, parce qu'il est en train de fuir ce débat. Et je pense que, comme d'habitude, et je l'ai assez dit sur ce plateau, et je l'ai déjà dit sur des plateaux en France, le contre-feu médiatique est énorme. C'est un contre-feu médiatique, les gens ne se rendent pas compte, une partie des gens ne se rendent pas compte malheureusement, mais quand on parle de l'Algérie matin, midi et soir, au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter, au dîner, pour dévier l'opinion publique de ce qui est important, et ben voilà ce que ça donne. Et je vais rajouter une chose, je persiste et signe à dire que la diplomatie doit se faire uniquement par des diplomates et pas par des personnes qui prétendent ou qui postulent à avoir un avenir de présidence sur un parti qui s'appelle en l'occurrence les Républicains. Parce que à ce qu'on est en train d'assister ici, c'est juste une campagne électorale pour la prise au pouvoir d'un parti politique. Ce n'est rien d'autre que ça. Voilà. Je pense qu'il y a plus que ça quand même. Moi, je vais te dire. Non, mais tu as fait référence à José tout à l'heure. José González, oui. Il y a un vieux référentiel détestable, parce que ces hommes qui sont en train de s'exciter sur l'Algérie, en réalité, ils ont un problème. D'abord, ils n'ont pas de solution économique, on a compris. Déjà, c'est son problème premier, c'est qu'il cherche son verre d'eau qui est en face de lui. C'est peut-être pas ce qu'il cherche, il cherche peut-être une voie de sortie, mais... Il est bien rouge quand même. Hein. Oui, il est bien rouge parce qu'il sait pas où il en est, mais à la limite, lui, il n'existe pas, c'est pas un personnage intéressant. Celui qui tient les ficelles, on le voit bien, il a ses petites lunettes. Mais justement, est-ce que vous pensez, Gamal Abina, est-ce que vous pensez que François Bayrou est pris en otage aujourd'hui par l'extrême droite? Non, je ne vais pas dire pris en otage, c'est un personnage qui est quand même particulier, il faut savoir d'où il vient, c'est quand même une bonne droite catho. On a parlé d'extrême centre, non, je lui donne pas cette qualité de dire il est pris en otage. Il a un rôle, ça fait longtemps qu'il rêve de ça, d'avoir un rôle important, il n'avait jamais rien eu avant. Il faut savoir dans quelles conditions il est arrivé, il était nommé Premier ministre. Tout à fait, en plus c'est des tractations de couloir qui étaient assez minables, personne ne voulait la place. Mais c'est important de rappeler une chose, moi on ne peut pas dire l'extrême centre, ça a du sens. Hein. C'est un livre qui a été écrit en 2002, je crois, par un historien et qui parlait de l'extrême centre, qui mettait le pied à l'étrier à l'extrême droite. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'histoire. Les nazis n'ont pas gagné des élections, on les a placés aux élections, c'est pas pareil. Donc simplement de rappeler que ce monsieur qu'on a souvent trop à l'écran avec ses lunettes là, qui rappelle monsieur Maigret du MNR. Il a un problème avec l'Algérie, il est obsédé par ça. Alors il y a des mots magiques qui ressortent pour fixer l'attention de la population et créer une peur. Alors qu'on ne respecte pas les résultats des élections, on le sait, ils disent quoi? OQTF, mot magique qui existe depuis 5 ans. Avant, on ne connaissait pas. Ensuite, ils disent quoi? Accord de 68. Personne ne sait ce que c'est. On ne connaît pas la substance. Il n'y a pas d'invasion migratoire, il n'y a rien, mais ils veulent surdimensionner un phénomène marginal. La vérité, c'est que quand on a eu une immigration massive des Ukrainiens, apparemment, le blanc, ça passe mieux que le bronzé. Pourtant, il n'y avait pas de conditions. Ensuite, et surtout parce que ces hommes-là, qui tirent à boulet rouge pour l'Algérie, ont un passé. Ils ne viennent pas de nulle part. On le verra sur d'autres affaires. On le verra sur l'affaire, effectivement, récente où on a attaqué encore une fois, je n'ai plus son nom, ce monsieur,
qui a pris cher par rapport au fait qu'il a rappelé que la barbarie coloniale était inspirée Jean-Michel Apathy. Apathy, absolument. Jean-Michel Apathy, journaliste. Je le connais, pour de ma part. Ce que je veux dire, c'est qu'il se trouve qu'il a pris cher. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas voir leur passé en face. Donc aujourd'hui, on a une extrême droite violente, mais pas seulement. Il y a un extrême centre qui est là. Il y a aussi des gens qui se prétendent de gauche, qui parfois tirent à boulet rouge, même s'ils sont moins nombreux. Et il y a cette droite qui s'est endurcie. Alors pas toute la droite. Je suis heureux de voir qu'un De Villepin et d'autres personnages illustres comme ça sont contre ces positions. De Villepin qui a été élu personnalité préférée des Français dans les Ce qui est sondages. normal. Mais la problématique française aujourd'hui, c'est que la diplomatie a été atomisée, réduite à une portion congrue, et que ces gens-là se prennent pour des diplomates. Ils n'en sont pas. La question algérienne, de relations d'État à État, ce n'est qu'aussi par le chef de l'État et éventuellement son ministre des Affaires étrangères qui est un porte-voix. Donc tant que les choses ne sont pas mises en place, ça ne fonctionnera pas. Or, hier, M. Macron a dit de façon très claire: ces gens-là ne sont pas concernés par ces sujets, c'est mon affaire. Et il répond en cela à ce que disait M. Tebboune, qui a tendu la main dans ce fameux entretien, où il dit: je veux parler avec quelqu'un de responsable. Parce que les relations d'État à État, c'est des gens responsables. Ce pas des irresponsables politiques qui passent leur temps, pour satisfaire leur lubie extrême et raciste, à tirer sur l'Algérie. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, Badis Renissa, Macron a dit ne pas vouloir parler par médias interposés. Peut-être, est-ce qu'il serait prêt, selon vous, aujourd'hui, à aller vers une désescalade? En tout cas, la rhétorique s'y prête, j'ai envie de vous dire. En revanche, et c'est là où moi j'étais un peu en divergence avec Gamal, c'est que pour moi c'est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que c'est un peu gris. Et dans la diplomatie, il faut être très clair, très limpide notamment. Y compris dans les instructions, les injonctions, puisque il est en train de siffler la fin de la récréation. C'est vrai qu'il a besoin de donner en fait des instructions claires. Et je pense que certains frustrés, et là on revient un peu au fond du problème. La radicalité aujourd'hui a gangréné le système politique, d'ailleurs un système politique français aux allures de champ de ruines, faut-il le rappeler. Hein, il n'y a plus de boussole diplomatique, il n'y a plus de boussole politique, chacun essaie de vrai pour ses propres intérêts. Après, il y a certaines voix effectivement dissonantes, des voix que je qualifiais de sages, et d'ailleurs qui se démarquent comme pour dire aussi que ceux-là ne représentent pas la France. Tout à fait. Ceux-là représentent leurs propres intérêts, leurs propres projets politiques, leur propre carrière notamment. Mais pourquoi mi-figue, mi-raisin? C'est quoi le... Non, mi-figue, mi-raisin, parce qu'effectivement, on a vu, je pense, l'illustration hier ou aujourd'hui à travers, encore une fois, ce Rotaillot, ce petit nabo qui essaye, tant bien que mal, qui essaye tant bien que mal d'exister notamment dans une équation politique qui le dépasse, puisqu'il essaye de se substituer un coup à la diplomatie française, un coup aussi à la politique intérieure. Il en fait de l'Algérie un slogan politique. Il en fait aussi un levier de braconnage électoral, puisque, rappelez-vous, en ce moment, il est en train d'essayer de briguer un mandat de présidence des LR. Il se projette sur 2027. Mais c'est loin un petit peu la présidence des LR. Comment? C'est un petit peu loin. C'est pas très loin. C'est pas loin. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est le 1er mars 2025, et je vais aller dans le sens de mon ami Badis, c'est que pour être bien positionné sur des joutes électorales, il faut taper sur l'Algérie. Voilà, ça donne une aide. Quand tu tapes sur l'Algérie, ça donne une aide. C'est incroyable, c'est très vendeur. C'est en fait, t'es dans la vibes, on va dire. Pour les gens qui comprennent, qui comprendront, t'es dans la vibes, c'est dans la bonne vibes. Il faut taper sur l'Algérie. Plus tu tapes sur l'Algérie, plus aux yeux d'une partie de ces personnages, tu es une bonne personne, tu es apprécié. Donc c'est ça qui est dramatique. Mais moi, je continue, je persiste et je signe à dire que la France, actuellement, est complètement coupée en deux, qu'il y a une grande partie de la France qui n'est pas raciste, je continue à le dire, mais que cette minorité de racistes est en train de faire de l'ombre aux personnes qui ne sont pas racistes. Et c'est là toute la dramaturgie du truc. C'est que du fait qu'ils ont des chaînes, des journaux, des radios, et qui en boucle, continuent à taper sur l'Algérie, et ben tu penses que la caisse de résonance est tellement importante qu'on ne parle que de l'Algérie. C'est un amplificateur. On va continuer à en parler. Dans quelques instants, Badis, le temps d'aller en pub et on revient. Je m'excuse à Badis, je vais couper la parole. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Vous regardez Hebdo Show, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est la troisième partie de l'émission. On poursuit notre débat autour donc de la crise diplomatique entre Paris et Alger. Je reviens vers vous, Badis Renissa. Non, je voulais juste simplement rajouter un autre élément, effectivement, qui
nous inquiète. Et puis surtout, on a le droit de s'interroger aujourd'hui quand on voit effectivement, on parle d'un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui fait du Retailleau, mais aussi, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement, il faut rappeler, qui vit en fait en sursis, c'est-à-dire qu'il a une épée de Damoclès qui est cette motion de censure, et dans laquelle l'oblige de rentrer dans des calculs étroits, notamment de tropisme pro-extrême droite, rentrer aussi dans une espèce d'aplaventrisme, notamment pour essayer de donner des gages dans lesquels l'Algérie est sacrifiée sur l'autel justement de ce maintien notamment en sursis de ce gouvernement. Donc ça fait un peu trop quand même pour une Algérie. Mais il faut dire pourquoi. S'il va dans le sens du poil de l'extrême droite, c'est pour éviter la motion de censure. Parce que le précédent gouvernement est tombé à cause de ça. Non, mais c'est là où je veux en venir. Et c'est là où peut-être on peut dire ouvertement que l'extrême droite et la droite extrême ont su peut-être imposer leur programme et leur vision, à savoir l'Algérie bashing, mais plus que ça, aller vers la rupture définitive et irréversible, à savoir, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec cette énième provocation notamment de Retailleau, mais aussi Gérard Larcher, parlons-en, le Sénat, qui est quand même une institution qui a été elle aussi prise en otage pour des fins et des calculs étroits et personnels, puisqu'il se permet de parler au nom de la République française. Et ce qui est très grave. Et ils restent dans leur rapprochement de la France avec le Maroc, justement, en reconnaissant avec la marocanité du Sahara occidental. Il a réglé son problème de fauteuil de 40 000 euros qu'il a acheté. C'est ça. Si, avec ça. Non, je voulais rebondir. Il a acheté un fauteuil à 40 000 euros, je le dis juste au contraire. Oui, mais c'est pas français. plus important quand même que il a quand même Gérard Larcher, la marocanité du Sahara occidental. Non, pas du tout, c'est pas plus important, bien sûr. C'est l'argent des Français aussi. Mais c'est quand même l'argent des contribuables. Ce monsieur se permet d'acheter un fauteuil pour asseoir son ossature, on va dire ça comme ça, pour être poli, un fauteuil à 40 000 euros. Enfin, excusez-moi. Je voulais rebondir, si vous permettez, Nouhed, sur ce que disait Badis du Retailleau, encore du Retailleau, parce qu'il n'est pas anormal. Dans un État, cinquième puissance économique dans le monde, un État membre permanent, septième. Ils ont reculé 2 places, État membre dans le Conseil de sécurité, que chef d'État, qui s'est exprimé sur un territoire extérieur en Portugal, je parle du président Macron, qui a dit dans cette conférence de presse, parce qu'on lui a posé des questions sur la politique intérieure française et ses repas avec l'Algérie, il disait j'ai bien entendu les mots du président Tebboune et je souhaite qu'il y ait maintenant un travail de fond qui soit réengagé au service de nos intérêts des uns et des autres avec exigence, respect et engagement. Il a parlé aussi des Algériens qui vivent en France, qui sont des Français en otage, qui veulent vivre tranquillement, etc. 24 heures après, on a du Retailleau, comme dit Badis, oui, du Retailleau parce que l'épouse de notre ambassadeur au Mali, c'est une dépêche de la PS qui le rapporte, a été interdite d'entrer en territoire français sous prétexte qu'elle n'avait pas d'argent. Donc vous pouvez imaginer qu'une épouse d'un ambassadeur va aller dans un pays extérieur qui n'a pas d'argent. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est une réponse de ce ministre de l'Intérieur à son président, ce qui est anormal. Est-ce qu'il y a 2 États en France? Est-ce que c'est la politique de poids de mesure? Donc finalement, qui porte la voix de justement, c'est une grande question. Est-ce que c'est le double langage? Et l'Algérie, et l'agence APS le souligne très bien, ne peut pas rester le bras croisé face à ces mesures, parce que ça devient franchement agaçant. Chaque jour, il y a une mesure. Rappelez-vous, notre ministère des Affaires étrangères a dénoncé les ultimatums de Bayrou, parce que Bayrou nous a lancé, le Premier ministre français nous a lancé un ultimatum. C'est du jamais vu. Je pense que dans le pays de Ben Mehdi et de Ben Boulaïd, on n'a pas des ultimatums. C'est un pays souverain, un pays qui défend sa souveraineté, qui défend ses concitoyens. Et donc, ce n'est pas un Premier ministre ou un ministre de l'Intérieur, en mal de popularité, de donner des ordres ou de donner des ultimatums à l'Algérie. Ou encore un ministre des Affaires étrangères, Faisal Mataoui, qui a donc annoncé pardon Gamal, des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire français pour les ressortissants algériens titulaires de documents de voyage spéciaux, exemptant de... Et là, la France viole aussi le droit international, parce que les passeports diplomatiques sont régis par les conventions de Vienne et sont régis par un protocole signé entre l'Algérie et la France en 2013, où il y a la réciprocité. Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'Algérie, c'est aussi les Français qui peuvent venir en Algérie, passeports diplomatiques qui peuvent entrer sans visa. Et bien là, l'Algérie a annoncé qu'elle allait adopter justement parce qu'un État qui nous donne des leçons aux autres sur le droit, sur la démocratie, etc., et sur l'État de droit, et qui viole les conventions internationales. Mais une question que tu as soulevée qui est très importante. Y a-t-il un État profond en France qui va, en parallèle de M. Macron, s'opposer à cette décision? Est-ce que cet État profond serait finalement pas la résurgence de l'État Algérie française, de ces nostalgiques? Est-ce qu'il ne serait pas arrivé aux commandes? C'est nostalgique de l'OAS, de l'Algérie française. Tout à fait. Moi, j'aimerais juste revenir sur Larcher.
Et le Sénat, par rapport à sa déclaration notamment, à l'Aïon, au territoire occupé notamment du Sahara occidental, où il se targue de dire effectivement avec des mots un peu déplacés, mais surtout provocateurs, parce qu'on sent un certain, je dirais pas en fait un ton moqueur, mais plutôt pour essayer de provoquer une énième fois en parlant de la République française qui se positionne vis-à-vis du Sahara occidental. D'abord, le plan d'autonomie, c'est un plan français, d'accord ? On peut revenir au traité notamment de Aix-les-Bains, notamment, peut-être on peut en parler plus tard, mais là où j'aimerais peut-être m'attarder davantage, c'est que d'abord, de quel droit il peut prendre en otage et instrumentaliser une institution qui s'appelle le Sénat français. Primo. Et c'est là où on a le droit de s'interroger à savoir qui commande aujourd'hui, qui gouverne, qui donne les instructions. Et c'est pour ça que je reviens, Gamal, sur cette mi-figue, mi-raisin, pour moi, où ce n'est pas clair. C'est-à-dire qu'on sonne la fin de la récréation, mais on a besoin de donner un cap. On est garant de cette diplomatie, notamment française, dans laquelle l'Algérie, je rappelle, depuis le début de cette crise, a su employer un ton mesuré, une attitude responsable notamment. En revanche, elle devait être dans l'obligation de réagir, notamment récemment, avec ce communiqué des Affaires étrangères, qui est un communiqué en phase avec la responsabilité, mais surtout la gravité, et surtout la dangerosité, notamment des dérives de la France aujourd'hui. Puisque la France, encore une fois, dans un aplaventrisme aveugle, par rapport à ça occidental, notamment avec l'Archer, qui a un peu damé le pion, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce postulat, notamment de la France, incompréhensible, tant vis-à-vis du droit international, puisque ce n'est pas un affront contre l'Algérie que vous faites, c'est un affront contre le droit international, pour lequel vous êtes censé être garant en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc il se targue de dire effectivement le plan d'autonomie, le Sahara occidental et autres. Mais dois-je rappeler à ce Gérard Larcher, qui peut-être a des lacunes, notamment en matière de diplomatie et de relations internationales, et surtout d'accord. Récemment, pas si longtemps que ça, la Cour de justice européenne a annulé un accord, notamment d'échanges commerciaux avec le Maroc, vis-à-vis des produits, notamment du Sahara occidental, avec l'étiquetage, l'obligation d'étiquetage notamment et la traçabilité des produits du Sahara occidental. En d'autres termes, que c'est un territoire colonisé. Alors, la visite du président du Sénat, donc Gérard Larcher, dans la ville occupée de l'Aïon, en République arabe sahraoui démocratique, occupée, ça a engendré la suspension des relations donc, entre notre Conseil de la Nation et le Sénat français. Et ça, c'est quelque chose d'important, Faisal Moutari. Bien sûr, parce que Gamal a raison. La question du Sahara occidental n'est pas une question algérienne. L'Algérie respecte le droit international. C'est une question qui est gérée par la Commission 4 de l'ONU, de la décolonisation. C'est un territoire non autonome et c'est l'ONU qui le dit, le comble. Comment un pays membre permanent du Conseil de sécurité censé dépend du droit international, dont le droit du peuple sahraoui, comme la France, ose violer ce droit. Ça veut dire que, voilà, encore une fois, la grande question qui est posée, est-ce que finalement la France, en se rapprochant au Maroc, pense pouvoir, j'allais dire, récolter quelques dividendes, parce qu'il me semble que les richesses du Sahara occidental, qui sont les richesses du peuple sahraoui, intéressent aussi la France. On a parlé, parce que ça passe pas beaucoup dans les médias, mais il y a eu beaucoup d'accords signés en sourdine, sous la table, malgré donc l'interdiction effectivement de la Cour européenne sur la pêche, l'accord sur la pêche, parce que les eaux de l'océan sahraoui notamment sont très riches en poissons, comme tout le monde le sait, et aussi sur l'agriculture, etc. Donc ce qui intéresse la France, au-delà de vouloir, encore une fois, parce qu'ils pensent agacer l'Algérie en faisant cela, alors que l'Algérie a des positions qui ont été toujours constantes depuis son indépendance par rapport aux questions de décolonisation. Ils sont plutôt donc intéressés plutôt par ces richesses, parce que la France, tout le monde le sait, était en train d'être chassée de plusieurs pays africains, du pays du Sahel, le Mali, le Niger, les bases militaires, il ne reste que 2, je pense, au Gabon et à Djibouti, alors que les autres pays n'acceptent plus les soldats français sur le territoire. Donc, elle cherche de nouveaux partenaires, notamment le Maroc. Le Maroc qui est connu pour ne pas respecter le droit international, notamment en matière de respect du peuple sahraoui. Alors, messieurs, avant d'avancer un peu plus loin, je vous propose d'écouter ce sonore. Il parle du traité d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, conversations opened between the centenarian Grand Vizier of Morocco with his son and the French government delegation. Let's hope that wise counsels will prevail to bring about a satisfactory reconciliation. En 1955, les accords d'Aix-les-Bains ont été signés entre la France et le Marzen. Suite à cet accord, le Maroc a bénéficié d'un simulacre d'indépendance avec la consécration d'un colonialisme français, autant économique que politique. Suite à ces accords, la France a mis main basse sur les richesses du Maroc en dictant ses propres politiques au détriment des Marocains contraints à vivre des conditions difficiles.
Les historiens marocains n'ont pas beaucoup évoqué les pourparlers d'Aix-les-Bains car les voix sont muselées. Nous n'avons pas encore pris notre indépendance, nos terres sont spoliées. Les clauses non annoncées de ces accords restent à ce jour en vigueur. Les richesses du Maroc, comme le phosphate, l'or, l'argent ou encore les ressources en eau, ont été bradées au profit de la France qui accapare la quasi-totalité de ces richesses. Le reste revient à la monarchie marocaine. Voilà donc Badis Khnissa, un commentaire sur ce que nous venons de regarder. Effectivement, c'est le traité de la honte, c'est le traité au fait qui a bradé notamment, d'abord historiquement, puisque ça relève des années 50, donc effectivement, c'est une histoire profonde, mais surtout qui tire son essence d'un accord qui a vendu finalement la richesse du Maroc, mais y compris aussi la richesse du Sahara occidental. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je reviens et je me répète, sur le plan d'autonomie qui est un concept fondamentalement créé par les Français, notamment pour essayer justement d'asseoir leur hégémonie, mais surtout aussi pour maintenir et préserver leurs intérêts, puisqu'il est question d'intérêts économiques. Il y a aussi cette profondeur, notamment, Faisal, tu l'as évoqué tout à l'heure, de l'Afrique. Il s'avère que je peux dire qu'aujourd'hui, peut-être humblement, que la France, n'importe laquelle d'ailleurs, la France profonde, la France gouvernement, la France des institutions, si elle mise sur le Maroc comme profondeur africaine, elle se gourre, puisque ce même Maroc qui était le proxy notamment de l'entité sioniste, quand il a voulu attenter cet hold-up avorté notamment sur l'Union africaine et qui n'a pas réussi, c'est pour vous dire qu'effectivement, ce n'est pas forcément le bon cheval. Passons, je ferme la parenthèse. Donc oui, ce traité, effectivement, illustre bien notamment ces accointances, ces collusions notamment, mais surtout au-delà de ça aussi, cette connivence notamment, puisque ce qu'on oublie de dire dans cette équation, notamment où l'Algérie est systémiquement prise pour cible, à savoir cette rhétorique haineuse contre l'Algérie pour aller vers une rupture irréversible avec l'Algérie, c'est que l'extrême droite notamment y est pour quelque chose. Je persiste et signe, une Marine Le Pen qui est présidente du groupe d'amitié notamment au Parlement entre le Maroc et la France, c'est symptomatique effectivement de cette collusion, de ce dessin notamment stratégique odieusement orchestré avec des éléments fallacieux contre l'Algérie pour encore une fois non seulement montrer l'Algérie du doigt, pour la décrédibiliser, pour essayer de nuire à sa légitimité. Or il s'avère qu'aujourd'hui c'est tout le contraire qui se passe, puisqu'encore une fois l'Algérie croit aux actes, croit à la diplomatie des valeurs, la diplomatie de la bienveillance, la diplomatie des intérêts notamment communs, chose qu'ignore peut-être le Maroc et qui n'a jamais su mettre en place, et pour preuve aujourd'hui il est isolé sur la scène africaine mais aussi internationale. Pour aller dans le sens de Badis, moi je pense que Emmanuel Macron et son gouvernement doivent se reprendre. Je pense qu'ils ont, pour la plupart, une hantise, c'est que l'extrême droite prenne le pouvoir. Connaissant un peu le sujet, jamais l'extrême droite ne prendra le pouvoir en France démocratiquement. Jamais. Et ça, je peux signer cela des deux mains. Et mon avis, et ça n'engage que moi bien évidemment, Macron a tellement une frousse bleue que le gouvernement, que l'extrême droite prenne le pouvoir, qu'il est prêt à tout donner pour l'en empêcher. Mais c'est un boomerang. Ce qu'il est en train de faire va lui revenir en pleine tête. C'est fou, mais le plafond de verre de l'extrême droite, chaque élection les unes après les autres, moi je tiens à dire et à redire que c'est quand même la 8e élection présidentielle consécutive où le Rassemblement national s'est présenté à travers le père et la fille et n'ont pas gagné. C'est la 8e fois. Donc entre les septennats et les quinquennats, on est à plus de 40 et quelques années où ils se présentent à chaque fois, et à chaque fois c'est échec sur échec sur échec sur échec. Et malgré cela, on leur donne toujours, à chaque quinquennat ou septennat, on leur donne toujours un peu de mou pour se faire voir, pour se faire représenter. Mais un jour ou l'autre, le problème c'est que ça peut chavirer.
attention à leur donner plus d'importance qu'ils n'ont. Voilà moi ce que je dis. Attention à donner plus d'importance qu'ils n'ont. Parce qu'il y a des médias, Mehdi, qui leur servent la soupe. Vous avez Europa qui parle chaque jour de l'Algérie, vous avez des médias privés, je veux dire, CNews, le journal du dimanche, parfois le Figaro, même le Figaro parfois tombe dans l'extrême droite. Valeurs actuelles, d'ailleurs le fils de Louis Sarkozy qui a appelé à brûler l'ambassade d'Algérie à Paris et qui n'a jamais été inquiet, Mehdi, et personne ne lui a rappelé. Mais tu parles du fils Sarkozy, tu parles d'un gamin. Il ne sait même pas c'est qui son père, il ne sait même pas c'est qui sa mère. Mais ces propos, Mehdi, tu parles du fils Sarkozy. Oui, son père, il se balade avec un bracelet au pied, il était président de la République. Enfin, ça c'est vrai. Là, notre faute est que tu donnes plus d'importance à un mec qui n'en mérite pas. Non, c'est pas donner de l'importance. Il n'existe pas. Ce mec-là n'existe pas. Bon, alors je termine de l'importance à quelqu'un qui en a. Excusez-moi, Faisal. Je termine seulement pour dire, c'est pas de l'importance que je donne. Le fils de Sarkozy a tenu ses propos dans un journal sérieux comme Le Monde. Donc, je veux dire qu'il y a deux poids deux mesures, parce que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur français, a mené la campagne contre les Algériens sous prétexte qu'ils ont tenu des propos sur les réseaux sociaux, etc. Mais il n'a pas du tout bougé pour ce cas. Il ne bougera pas parce ça ne crie pas sur l'Algérie. Absolument, ça va dans leur sens. Parce qu'il y a des médias qui sont en train de relier, et parce que l'extrême droite, ou une partie de la droite, l'extrême droite française pense qu'avec l'arrivée, la percée de l'extrême droite allemande aux dernières élections législatives a ses chances. Effectivement, historiquement, c'est une extrême droite qui n'a jamais gagné les élections. Et les dernières élections législatives en France ont montré que c'est la gauche qui a plus de bois parmi la population française. Il y a un barrage de sécurité, mais ce qu'il faut rappeler, c'est bien de le rappeler, c'est que l'extrême droite, je parle au siècle dernier, au XXe siècle, n'a jamais gagné aucune élection. Jamais. En Allemagne, quand elle arrive au pouvoir, elle est nommée par la droite. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et Hitler devient chancelier le 30 janvier 1933 parce que la droite fait un calcul assez poussiéreux en disant c'est notre homme. En Espagne, ils prennent le pouvoir par la force. Franco n'y va pas avec des lauriers ou des demandes gentilles, il y va avec les armes. En Portugal, c'est pareil. Tous les pays qui ont été pris par l'extrême droite en Europe, que ce soit même l'Italie de Mussolini, ont été pris par la force. Et quand l'extrême droite passe aux élections, il y a toujours un blocage. Il y a toujours ce barrage psychologique qui se dit ces gens-là ne sont pas sérieux, dangereux. Ça conduit à la guerre, ça conduit à la violence. On parle de l'Allemagne, par exemple, avec quand même une extrême droite qui monte en puissance. Elle a encore perdu aux élections. Donc il ne faut jamais perdre de vue que l'idée selon laquelle l'extrême droite, qui est un épouvantail réel, c'est un danger sérieux. C'est un danger sérieux, mais c'est un danger de groupuscule de plus en plus gros. Et aujourd'hui, la France, c'est bien de le rappeler, n'est pas raciste, parce que je rappelle tout le temps qu'il n'y a jamais eu une manifestation de masse des Français contre les immigrés. Donc il ne faut jamais perdre de vue que faire monter la sauce, alors je ne peux même pas du gamin de 27 ans. Les médias, mais pas la France. Oui, voilà, on s'entend bien. Après, les médias de l'extrême droite existent, mais ça existe sur l'Allemagne, il faut jamais oublier. Donc il ne faut jamais perdre de vue une chose, c'est que l'extrême droite est dangereuse dans ses idées, rampe au fur et à mesure et donne non pas un racisme de masse, mais des réflexes racistes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on dit OQTF, on pense algérien maintenant. Quand on dit immigration, on pense algérien. Quand on dit problème de relations internationales, c'est l'Algérie. Quand on dit pays isolé, c'est l'Algérie. Ce genre de stupidité. Dans les faits, c'est alimenté par les médias de masse qui continuent à faire leur... Oui, c'est une sémantique. Mais il faut distinguer les médias privés et publics. Les médias privés sont de plus en plus sales et publics restent propres. Alors messieurs, je voudrais à présent qu'on écoute ces voix qui s'élèvent donc pour défendre un petit peu l'Algérie et qui sont contre tout ce qui se fait en ce moment et tout ce qui se dit. Il y a d'abord Jean-Michel Apathy, donc journaliste français, qui revient sur les crimes de la colonisation en Algérie. Et puis il y aura également Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise, qui dénonce l'attitude du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur français. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre, le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Donc, il faut dissocier les dossiers. En Algérie, mais si nous avons une difficulté à avoir des relations saines... On n'a pas fait au Radour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. Vous vous rendez compte ce que vous dites? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes? Combien de femmes, d'enfants? Mais
On n'a pas mis des... Ah, mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Vous voyez, j'ai mais quand même vous les ne la chakras connaissez pas ouverts. du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. C'est au peuple français ce que vous venez de faire. C'est horrible. Comparer ça au nazisme. Les derniers grands massacres qu'a connus l'Algérie, ils ont été commis par les islamistes dans les années 90. C'est d'ailleurs ce que dénonce Kamel Daoud, Boualem Sansal. Et Boualem Sansal, c'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être emprisonné par un régime dictatorial, sans que ça d'ailleurs, ça ne gêne un certain nombre d'intellectuels de la gauche bien pensante. Moi, au contraire, ça me gêne beaucoup. Et j'espère qu'un jour, ce malheureux sera libéré, parce que les libertés d'expression, c'est ça qu'on devrait défendre. Mais vous avez raison, le régime algérien, aujourd'hui, utilise le passé colonial, justement, plutôt que de dénoncer ce qui s'est passé avec l'islamisme radical et le terrorisme islamiste dans les années 90. Alors, en faisant ça, vous venez cautionner justement une propagande qui est instillée par le régime algérien et qui crache sa haine contre la France matin, midi et soir, jusqu'à dans son hymne national. Il faut séparer les périodes historiques. Que ces gens-là, ce régime est un régime ennemi, qu'il faut durcir le ton, mais qu'en même temps, il faut qu'on ait enfin une ligne diplomatique. Si l'un d'entre vous arrive à me dire quelle est la ligne diplomatique d'Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, depuis qu'un jour il vient faire des courbettes à Algérie, le lendemain au Maroc, qu'il espère restaurer des liens avec l'Afrique, puis finalement qu'il change d'avis, je ne sais pas comme ça qu'on arrivera à obtenir quoi que ce soit de la part de n'importe quel régime. L'attitude de M. Retailleau, de M. Bayrou, c'est celle de la vieille France rance, qui continue à régler des comptes avec l'Algérie, au moment où il faudrait au contraire s'employer tous les jours à créer une harmonie toujours plus grande entre nos peuples. Après, eh bien, chaque pays choisit le gouvernement qui lui convient. Alors ça suffit, M. Bayrou, hein ? Allez vous occuper de ce qui se passe dans votre coin et pour une fois essayez d'y faire attention. Ne laissez pas M. Retailleau décider de ce que va être la relation des Français et des Algériens. C'est une relation de famille. Et dans une famille, on ne traite pas les gens à coups de pied. Voilà, Badis, pour en revenir à ce que disait Jean-Michel Apathy, donc finalement, dès qu'il y a quelqu'un qui dit des vérités, eh bien on lui coupe la parole. Tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, c'est des voix dissonantes qui apportent un certain discernement, notamment au débat. Un débat qui a été très passionné, notamment, par justement cette rhétorique haineuse qui s'alimente de la haine contre l'Algérie, mais surtout aussi d'arriver à des fins de rupture. Mais ce qui est intéressant dans ce débat, notamment d'Apathy, c'est j'ai tout de suite repensé peut-être à un point que j'avais évoqué lors d'une émission précédente. On constate effectivement à travers ce débat houleux, dans lequel il y a cette violence rapidement contre Apathy parce qu'il dit des vérités, contre justement un fantasme. Quand il y a quelqu'un qui dit des vérités sur les plateaux français, on lui coupe la parole, absolument. On l'agresse. Non mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est quoi? Ce qui m'intéresse le plus. En témoigne la personne à ma côté. Et moi. Ce qui m'intéresse, ce gamin Lémans, on est pris plein. Ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est ce qui est symptomatique, c'est que l'enseignement, c'est que le roman national français n'est pas prêt à être révisé. Le roman national français, c'est l'identité, l'ADN, et l'identité française, notamment de son histoire, qui est faite souvent de victoires, d'enjolivements notamment des jalons, de l'histoire, voilà. Et donc, ce roman national français aujourd'hui n'est pas prêt à être revisité par ces porteurs de voix de haine, puisqu'il remet en question non seulement en fait, ce rayonnement de la France coloniale, et qui va être certainement un point bloquant par rapport à cette reconnaissance notamment coloniale, qu'attend l'Algérie de pied ferme, dans encore une fois un débat dépassionné, mais surtout respectueux. Moi, je vais dire simplement par rapport à M. Apathy qu'il a la gentillesse de ne pas aller jusqu'au bout de la logique. En réalité, il a raison et la femme qui est en face de lui est une ignorante. L'histoire, ça s'apprend, elle ne tombe pas du ciel. Et moi, je me base sur les écrits de Johann Chapoutot, qui est un grand historien spécialiste du nazisme. Quand elle dit, elle est choquée parce qu'elle dit « Ah, Apathy, on a fait comme les nazis », il explique que les nazis arrivent après, mais qu'ils seront inspirés par les Français. Je vous donne une preuve qui est absolument irréfutable, et c'est ce qu'il n'a pas su donner malheureusement. Vous savez qui est Hans Frank ? Comment ? En même temps, on l'a pas trop laissé parler. Oui, mais moi, si j'avais été là, je serais rentré dedans. Vous savez qui est Hans Frank ? Hans Frank, c'est l'ancien gouverneur général de Pologne. Donc c'est un nazi qui est connu, qui était un juriste allemand, et qui a été placé en Pologne en nommant ce territoire le gouvernement général de Pologne. Ça vous rappelle rien ? Le gouvernement général d'Alger. C'est un copier-coller. Ensuite, les nazis qui voulaient coloniser à l'Est, même processus, pour piller les richesses, le disaient. Hitler ne s'en est pas caché. On n'a pas de colonie, on nous a tout pris en 1919. On ira à l'Est. Eh bien, ils disent quoi ? Nous appliquerons les mêmes méthodes à l'Est que les Français ont appliqué et les Anglais dans le Sud. Et ce que disait Aimé Césaire, c'est qu'on ne pardonne pas à Hitler le fait qu'il ait massacré tout le monde, c'est pas le problème. Ce qu'on ne pardonne pas à Hitler, c'est d'avoir créé une gradation de race dans la race blanche.
la race supérieure aryenne et les races slaves inférieures. Et en Algérie, le problème n'était pas compliqué. On était en plein 19e siècle, racisme scientifique, donc c'est des sous-hommes, donc on peut taper. Donc cette femme ne sait pas qu'effectivement, et il a raison, Apathy, et je l'en félicite, les nazis se sont bien inspirés des Français à tout point de vue, jusqu'à s'inspirer même des camps de concentration qui avaient été faits par les Hollandais en Afrique du Sud. Ils l'ont regardé avec beaucoup d'attention, ils ont appliqué ça avec célérité. Le nazisme n'a rien inventé, il a recyclé des races occidentale, le racisme, l'antisémitisme évidemment, le racialisme et la domination raciale sur un peuple, et le pillage des populations sans les respecter. Ce qui s'est passé en Allemagne, 600 personnes par semaine, en Russie, 600 personnes par semaine tuées. En Algérie, 600 personnes par semaine tuées. Et quand elle dit on n'a pas brûlé des gens dans les églises, évidemment, c'est des mosquées. Évidemment qu'ils utilisaient ça. On les a gazés, on les a brûlés, on les a massacrés, on les a violés, on a tout fait. Donc quand cette femme complètement... Oui, mais ce qui est incroyable, c'est quand quelqu'un ne connaît pas l'histoire et vous renvoie aux années 90, ce qui est ridicule, c'est faire peu de cas des 5 millions d'Algériens qui ont été tués pendant 132 ans. Très bien, merci messieurs donc pour ce débat très riche. Je tiens également à remercier Mounir Abi, qui est notre caricaturiste. C'était donc les caricatures qui défilaient tout au long du débat, mesdames et messieurs. On revient dans quelques instants. Alors pour cette dernière partie, mesdames et messieurs, Nariman Zekar nous a rejoint. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noël, bonsoir tout le monde. Nous avons également le plaisir de recevoir ce soir sur le plateau, le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Yahya Mouzahem, réalisateur et producteur. Bonsoir. Tout le plaisir pour moi. Merci à vous d'être avec nous. Nariman, alors ce soir, vous avez donc décidé de revenir sur ces variétés de feuilletons qui nous sont proposés durant ce mois sacré de Ramadan. Donc, qui dit Ramadan dit son lot de feuilletons divers et variés. Vous nous faites un petit topo sur ce qu'on peut retrouver cette année à la télévision algérienne. Regardez. Comme chaque année, la tradition incontournable des feuilletons télé et des émissions se perpétue avec le retour du mois sacré de Ramadan. Et si vous êtes perdu et que vous ne savez toujours pas trop quoi regarder, pas de panique, on vous fait un petit topo. Pour 2025, les chaînes algériennes ont dévoilé un programme varié mêlant drames familiaux, thrillers, comédies sociales, émissions de divertissement et programmes culturels en tout genre, avec des têtes d'affiche confirmées mais aussi de nombreux nouveaux talents. Dans la catégorie drama, le NTV vous propose El Firaq. Réalisée par Youssef Mahsès, la série aborde des thèmes profonds comme l'amour et le sacrifice, réunissant de grands acteurs nationaux tels que Khaled Ben Issa, Adila Ben Dimered ou encore Haifa Rahim. حطمتنا دمرت لنا الحياة كاملة ما فوق خلاص سليمان وجابوا يا سليمان. Autre feuilleton attendu cette année, c'est Al-Ard, la Terre. La série s'annonce comme l'un des projets les plus ambitieux de l'année 2025. Réalisée par Najibou Lebsir, produite par Amar Bahloul et scénarisée par Rabah Slimani, cette nouvelle création réunit des figures emblématiques du cinéma et de la télévision algérienne, dont à l'affiche Hassan Keshesh, Mustapha Laribi et Immanuel. Avec un tel casting, la série promet de captiver les téléspectateurs par son intrigue et ses performances d'acteurs. وكان شي ضرب ماتوا على الكل ورجع ساعة ولا كل ساعة. Dans un autre registre, Samia Meziane, Sarah Al-Alama et Mustapha Laribi se partagent l'affiche dans Les Fetmet sur One TV, une série qui mêle humour et émotion. Réalisée par Karim Moussaoui, cette comédie dramatique suit une femme d'affaires d'un quartier populaire confrontée à des défis personnels et professionnels. Et bien sûr, rien de mieux qu'une comédie pour réunir les grands et les petits avec la série Timoucha qui revient pour une 3e saison sur Samira TV. Scénarisée par Sarah Bertima et réalisée par Yahya Mouzahem, la série propose un casting étoffé avec Mina Lashtar, Kamal Abdet et Khaled Ben Aissa, un cocktail de talent qui garantit des fous rires. Voilà, c'était donc un VTR, un sujet réalisé Nariman Zekar. Oui, comme on vient de le voir, un programme assez riche attend les Algériens et les Algériennes pour ce mois de Ramadan. Al24 News aussi propose un nouveau programme pour ce mois, n'est-ce pas Faisal? Absolument, Ramadan Prime, c'est chaque dimanche, lundi, mardi en arabe, mercredi, jeudi, en français de 22h à minuit. Donc, c'est une émission 100% culturelle. Oui, Yahya Mouzahem est notre premier invité, il a choisi le show. Merci Yahya. Merci de nous avoir choisi. On aura d'autres invités durant tout le mois de Ramadan, Inch'Allah.
Voilà, et bien moi j'ai envie de vous dire que ça change un peu ce qu'on va voir cette année sur nos télés algériennes. Ça change des années précédentes où on avait l'habitude de voir 1 à 2 comédies avec un drama très violent en général. Aujourd'hui, les réalisateurs jouent la carte de la diversité et de l'innovation en réalisant des séries et des feuilletons avec des normes internationales. Il y a même des séries à suspense, on l'a vu, comme le feuilleton Bnat al-Mahrousa qui a été réalisé par Oussama Qabi, Yahya Mouzahem, de nombreuses productions qui sont aujourd'hui tout à fait exportables à l'étranger, n'est-ce pas? Bon, commençons par le commencement. Par le commencement, par le début. Parlons de... Je pense qu'il n'y a pas un changement, non. Je ne pense pas qu'il y a... L'année passée, c'était des feuilletons violents. Je ne pense pas. Ça, c'est pas très... Plutôt par les années précédentes, il y a 10 ans. Non, je pense au contraire, c'était très soft. C'est très flat comme série. C'était très... avec des personnages beaucoup plus fake, pas très approfondis. Ça fait 2 ans qu'on est en train de travailler. Par exemple, moi, je suis en train de travailler sur la profondeur des sujets, sur la profondeur des personnages. Moi, je trouve ça, c'est un très bon point. Pour cette année, pour l'instant, on ne peut pas savoir si c'est violent ou pas, si c'est... on ne peut pas savoir, on n'a pas encore vu, à part les bandes annonces, on n'a pas encore vu le contenu des séries. Je pense que ce qui est important, c'est que, oui, je suis tout à fait d'accord par rapport à la diversité. Il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup de travail technique énorme sur les 5 ans, on va dire les derniers 5 ans, en fait, à partir de feuilletons Khawa et après, beaucoup de feuilletons s'améliorent par rapport à la technique. Et grâce aux caméras, grâce aux équipes très formées, algériens surtout, parce qu'il y a maintenant beaucoup de techniciens algériens qui sont très performants, avec lesquels je travaille tout le temps. Moi, par exemple, la plupart, à 80, on va dire, tous les feuilletons que j'ai faits, c'est à 100% avec des équipes algériennes, et qui sont très très performants, à mon avis. Là, maintenant, on a le savoir, on a la technique, on a la technicité, et on a aussi les scénaristes. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent... il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de manque de scénario. Je pense non, il n'y a pas d'écosystème. L'écosystème est maintenant en train de se construire, se mettre en place. Il y a une volonté, il y a une concurrence. Et la concurrence va créer la qualité, va créer le vouloir faire mieux. Et je pense que c'est pour ça qu'il y aura de meilleurs scénarios, de meilleures qualités techniques et tout. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut. Yahya, vous avez réalisé 2 feuilletons qui ont eu beaucoup de succès en 2023 avec Dama, il y a une petite polémique autour du feuilleton, c'est tourné dans un quartier populaire d'Alger. Puis en 2024, vous avez eu le Barrani, les décors sont impersonnels, etc. Des succès. Alors la question que peut-être le téléspectateur voudrait poser, quels sont les ingrédients pour attirer l'attention du public? Maintenant, il y a un grand choix, parce que cette année, j'ai noté qu'il y a au moins une dizaine de feuilletons. C'est la première fois que ça arrive en Algérie depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous inspire aussi, vous, absolument, en tant que pour ces histoires. M'inspire. Moi, je pense que, tout simplement, moi, j'ai pas voulu faire de feuilleton, déjà pour 2 raisons, en fait. La première, que j'avais pas un bon scénario, jusqu'à avoir le scénario d'Ama de Salah Bertima dans mes mains. Et là, c'était bien, parce que là, c'est mon univers, c'est ce que j'aime. Moi, je suis né dans un quartier populaire, je connais très bien le quartier populaire, je connais bien comment... Ouais, c'est du vécu, alors je connais très bien. Alors, ça m'a touché vraiment, et je voulais m'attaquer à ça. 2, on avait un système de concurrence qui faisait du favoritisme par rapport à tel et tel, qu'on ne pouvait pas travailler. Et je voulais pas faire par exemple des dramas, on va dire des feuilletons, avec des mini-budgets. Parce que là, avec le mini-budget, ça va se voir à l'image et on va faire de la mauvaise qualité. Parce que qui dit un bon feuilleton dit avant tout un minimum de budget. Le cinéma et la télé demandent avant tout l'argent. L'argent, s'il n'y a pas un bon budget, on n'aura jamais un bon feuilleton, ça c'est sûr. Après, il faut un bon scénario. Même tu as le meilleur scénario au monde, parce que dès la 4e semaine, tu vas décliner vis-à-vis de l'équipe du tournage, va se fatiguer. S'il n'y a pas assez d'argent dans le plateau, s'il n'y a pas assez d'argent, s'il n'y a pas assez de bonne nourriture, de bons vêtements, de bons trucs, tu ne vas pas pouvoir continuer dans les meilleures qualités possibles. C'est pour ça qu'on peut, par rapport à exporter nos produits. Moi je pense, on a débattu de ça avec Naliman dans les loges. Moi, je pense que, tout simplement, pour moi, on a 50 millions de spectateurs. Moi, sincèrement... Ça vous suffit? Oui. Moi, je suis très content. Moi, je travaille pour un public algérien énorme, que j'aime beaucoup, et que mon plaisir que je sors, et je vois la satisfaction de ce public algérien. Après, si le produit est bon, qualitativement, le contenu, sur tous les plans, artistiquement parlant, par exemple, là, s'il s'exporte, tant mieux.
Mais on ne va pas chercher le but. Moi, je pense qu'il faut enlever de notre tête, faire un produit pour exporter. Moi, je pense déjà faire un produit pour qu'il soit bien pour notre public. Parce qu'on a un devoir vis-à-vis de ce public. C'est lui qui paye, c'est lui qui ramène cet engouement, cette énergie. Et c'est lui qui pousse les chaînes et les sponsors à payer, en fait. Sans ce public, on n'est rien. Et on ne peut pas ne pas être fidèle vis-à-vis de ce public. Moi, je ne peux pas être fidèle à un public étranger que je ne connais pas, sincèrement, avec tous mes respects. Là, si le produit se vend avec un bon prix, moi, je suis contre quand, par exemple, qu'on place un feuilleton dans une plateforme avec dessous ou gratuitement, juste pour dire qu'on a placé un produit algérien. Moi, je suis pour qu'on arrive déjà à faire des bons produits, où notre public, déjà, qui est très intelligent, qui est très smart, et qui connaît très bien, qui est satisfait. Moi, je suis content. Je travaille pour les Algériens, je n'ai pas envie de chercher à travailler pour les autres, sincèrement. Je vais aller dans votre sens. Alors, pourquoi, moi j'ai une question, parce que c'est une question qui me taraude l'esprit. Pourquoi ces programmes-là, nous ne les voyons que pendant le Ramadan ? Vu que vous avez la possibilité, et vous l'avez dit vous-même, de par la qualité maintenant des ingénieurs son, des ingénieurs télé, de la base en fait pour faire un film, des scénaristes, des producteurs et ainsi de suite, des techniciens, vous avez maintenant une base sur laquelle vous pouvez compter et qui est 100% algérienne. Pourquoi c'est toujours le branle-bas de combat que pour le mois du Ramadan? Dommage. Et pourquoi ne pas quantifier ça sur les 12 mois de l'année au lieu de mettre des rediffusions de films européens ou alors moi c'est un truc que je supportais pas, tout ce qui est film turc, film indien, film tout ça. Pourquoi justement on n'arrive pas sur l'ensemble des chaînes à travailler avec des producteurs comme vous et des réalisateurs comme vous qui sont bourrés de talent en leur disant moi je veux des séries ou des films sur toute l'année et pas uniquement pendant le Ramadan. Tout simplement, c'est une question de budget. Nous, on travaille dans le showbiz. Et showbiz, ça demande de l'argent. C'est show et le biz. C'est le business. S'il n'y a pas d'argent, on va faire un feuilleton, il va être vendu à qui? Qui va payer le feuilleton, en fait? C'est les sponsors. Les sponsors ne s'intéressent pas pour l'instant à payer une somme telle, par exemple, telle somme, au Ramadan, parce qu'ils ont peur. Comme dit Salman al-Jaban, c'est ça. C'est lâche. Je n'ai pas voulu le traduire parce que je ne sais pas si on dit lâche exactement ou pas. Je vais aller dans votre sens. Mais ces sponsors-là, ce n'est pas à vous, en tant que producteur et réalisateur à succès, et Allah Ibarak, vous faites un travail qui est reconnu et connu de tous, de changer les mentalités en leur disant, écoutez, moi, il n'y a pas de problème pour le Ramadan, mais le Ramadan, ce n'est qu'un mois sur 12. Vous avez 11 mois de latitude pour qu'on puisse nous faire une sorte de, comme les séries Netflix ou des choses comme ça, où vous pouvez attraper le téléspectateur, la téléspectatrice ou le téléspectateur, et vous pouvez, vous, après, caler vos pubs, vos trucs, parce qu'on sait très bien que les sponsors marchent par rapport aux pubs qui pourront faire passer entre les encarts de films ou de séries. C'est une question de budget. C'est aussi peut-être une question de demande. La demande qui est beaucoup plus accrue durant le mois de Ramadan. C'est une question d'ambiance et de budget. Parce que là, on n'a pas fidélisé encore, on n'a pas construit un écosystème qui fidélise les gens à regarder la télé pendant les 11 mois de l'année. C'est ça le problème. Donc il faut peut-être changer la culture. Par exemple, même aux États-Unis, par exemple, avant, il y avait pas, par exemple, pendant l'été, dans les années 70, il n'y avait pas un engouement, là, une volonté, par exemple, des spectateurs aux États-Unis d'aller au cinéma. Et après, au contraire. Le blockbuster oui, le blockbuster est sorti grâce à un film qui s'appelle Jaws. Jaws qui est sorti des Dents de la Mer de Spielberg. C'est grâce aux Dents de la Mer qu'il a changé la donne et que les gens commençaient à dire ok, ça marche. Parce que le business, c'est comme ça marche, je vais continuer. Mais regardez, moi je suis un tout petit homme d'affaires. Enfin, j'ai quelques sociétés moi je suis là. Non mais c'est non mais voilà, là on parle. Mais là on parle, on oublie qu'on est sur un plateau de télé. On parle on travaille directement. On parle entre. Non mais vraiment, on parle entre deux copains. On oublie qu'il y a la télé, on oublie qu'il y a les caméras. Moi, ce qui me perturbe réellement, c'est que 11 mois, on travaille pour un mois de Ramadan. C'est l'argent. Mais c'est pas que l'argent, c'est l'argent appelle l'argent. L'argent vient quand il y a des bons projets. Moi, quand il y a des bons projets et des fois que je n'ai pas de fonds, eh ben je trouve des investisseurs pour me suivre sur le bon projet, parce que je sais que le projet est viable et que je sais. Et là, je vous parle en tant que petit homme d'affaires ou petit businessman. Quand vous avez la qualité que vous avez et la notoriété que vous avez, eh ben c'est pas
soit peut-être à vous d'être les ambassadeurs, et je vous interpelle comme ça, de dire, les gars, stop, on change la mentalité. On ne va pas travailler 11 mois pour un mois de Ramadan. Non, on va diluer le travail, on va amplifier le travail, on va continuer à donner de la matière pour que tout au long de l'année, mais vraiment tout au long de l'année, il y ait des séries ou des films algériens faits, produits, réalisés en Algérie, et c'est à nous, en tant que réalisateurs, producteurs, scénaristes, de convaincre les sponsors, celui qui donne du pognon, et on va se dire les choses, celui qui donne de l'argent pour justement la viabilité du produit, de dire attention, si je te mets moi sur cette chaîne en prime time un jeudi soir ou un vendredi soir, eh ben tu as tel acabit de publicité, tu peux rentrer tant d'argent ou tant de notoriété publicitaire. Est-ce que ça serait pas à nous maintenant, on est en 2025 et tout se passe par les médias, par la télé, par les réseaux, tout ça, de changer la culture? Le Ramadan prend 95% du budget annuel des séries et des films. Déjà, il faut des hommes d'affaires comme vous qui pensent comme ça. Ah non, moi je suis petit. Ah, papa. Moi je suis pas. Même des petits. Non, moi je suis un tout petit. Même qui commence par 10 millions de dinars, ça commence. 10 millions de dinars, ça peut faire quelque chose. Déjà, on peut commencer à faire de la régie et tout. Après, là, pour vous dire la vérité, il y a des offres maintenant pour faire des séries hors Ramadan, sur 2 chaînes. Mais ça va être des séries, on va dire, différentes, de styles différents. Est-ce que vous pensez que ça sera viable justement de le faire? Oui, mais il faut... L'inspecteur Tahar et tout ça dans les années 80, 90, c'était pas que pendant le Ramadan, c'était tout au long de l'année. C'était une autre époque. Oui, c'était une autre époque. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Faisal? On reste comme ça et on attend... Non, parce que... Donc on met 95% du budget de la télévision, des sponsors pour un mois. Et pendant 11 mois, c'est le néant. Pendant le 11 mois, tu vas me ramener des productions indiennes, des productions turques ou des productions chinoises. Je suis d'accord avec vous. Pour les passer sur nos télés. Mais c'est moins cher. Mais c'est à nous de créer justement cet happening. C'est à nous de créer, de le faire. D'ailleurs, les assises du cinéma qui ont eu c'est pour il y a ça. quelques En semaines plus, on a une volonté avaient abordé politique. cet aspect-là. Et on a une volonté politique. Et j'ai... Pour le cinéma, oui. Si je vous dis, une question à vous poser, s'il vous plaît, parce que moi, je suis embêté parce que vous me dites là. Et j'aimerais que ça change, vraiment. Je suis un grand passionné de cinéma, comme beaucoup, j'ai fait un peu de réalisation de mon côté. Vous avez dit une chose qui me choque dans la mesure où vous dites, voilà, nous avons le public algérien, ça nous convient. Moi, ça ne me convient pas. Vous savez pourquoi? Parce que votre problématique, c'est quoi? Uniquement le Ramadan pour avoir des sponsors, donc les annonceurs, en gros. Les annonceurs payent. Je parle télé, hein. Oui, j'entends bien, oui, on parle bien de télévision. Ce modèle économique existe partout dans le monde, mais il n'est pas utilisé comme vous. On parle de saison, et il a raison d'en parler. Quand vous dites, on se contente du public algérien, moi, je ne me contente pas du public algérien. Moi, quand je vois la qualité de ce que vous produisez, et c'est au rendez-vous. Vous avez de bons directeurs de la photographie. Moi, j'ai dit exactement. Juste à l'instant, je finis mon propos. Bon directeur de la photographie, de bons scénaristes, une belle mise en scène, un pays magnifique qui fait rêver quand on le découvre. Vous avez tout pour faire rêver le monde et vous vous dites on se contente du marché. Oui, Gamal, la qualité de son travail. Non, j'ai pas dit la je qualité me de son contente. travail. Non, vous avez, le mot contenter. Non, vous avez dit une chose très précise. Je travaille pour le public algérien. Oui, mais non, vous ne pouvez pas travailler pour le public algérien. Si vous travaillez pour le public algérien, vous travaillez pour le public algérien pour que ça rayonne dans le monde. Que les gens voient le cinéma algérien et les séries algériennes. Vous devez être un ambassadeur ces gars-là, par rapport à votre bons. travail qui est magnifique. Mais le rayonnement, et là, vous avez de l'argent. Moi, je pense que moi j'ai une autre philosophie des choses en fait. Moi, quand je travaille, je pense qu'à 2 choses en fait. À faire le maximum que je peux, sincèrement, être sincère. Et deuxièmement, travailler pour le public que je connais. Troisièmement, ça c'est, comme on dit, on ne peut pas savoir. Si le contenu est tellement bon, il va s'exporter tout seul. Par exemple, quand on voit un film vietnamien, ou un film, on va parler là, cinéma. Coréen, on va changer de gamme parce que le coréen, il y a tout un travail sur le fond, comme la Turquie, qui ont fait une plateforme intérieure, qui a fait évoluer beaucoup de choses, qui a créé un écosystème. Et cet écosystème a fait qu'il y a une qualité, il y a du marketing autour, qui a fait que, par exemple, moi, quand je vois un feuilleton, avant que je vois la qualité du feuilleton, je vais voir, est-ce que je connais la tête des gens? Parce que les acteurs, si on n'exporte pas les acteurs, si on fait pas... Les Coréens, on ne les connaît pas trop. Comment? Les Coréens, on ne les connaît pas. Ah bah détrompez-vous, Gamal. Vous, peut-être vous ne les connaissez pas. J'ai eu la chance, avec Faisal, on a eu la chance d'assister aux assises du cinéma. D'accord? Et pour moi, c'est une grande chance. Moi qui suis un cinéphile terrible, qui adore le cinéma, on a eu la chance, Faisal et moi, d'y assister. Moi, j'ai entendu le discours du président de la République. Il est extraordinaire. Excusez-moi, hein, j'ai jamais entendu un président, peu importe dans le monde, dire « je suis derrière vous ». Il a dit les choses. Vous voulez des infrastructures, je suis avec vous. Vous voulez du pognon, je suis avec vous. Vous voulez des banques, je suis avec vous. Bossez. C'est tout ce que je vous demande. Il y a deux choses différentes. Le cinéma, exactement. Moi, je veux dire juste par rapport aux assises, parce que vous avez un peu évoqué les assises.
Moi, je pense que je me suis retiré des associations de l'association des producteurs, car j'ai vu que c'est plus pragmatique. Pour moi, c'est pas du tout clair, c'est très vague. Et moi, sincèrement, quand je vois Monsieur le Président dire ce discours extraordinaire, qui pour moi... Qui a fait bouger les lignes, on est d'accord. Non, mais qui pour moi dit ce que je pense personnellement, ce que je veux personnellement du cinéma. Il a tout fait en une phrase. Faites des salles, je vous aide, même je vous donne de l'argent. On ne peut pas faire plus. C'est le maximum. Voilà. Alors après, voilà. On se voit entre nous et on continue à parler dans des sujets qui tournent, ça fait 10 ans, alors que le cinéma, c'est du showbiz. Justement. On crée des salles, on crée l'envie d'aller au cinéma. On va créer de la concurrence, on va créer des vrais films, on va créer de l'engouement, on va créer de la formation. Mais justement, juste pour continuer sur le point que vous êtes en train de développer, il y a quelque temps, vous avez quitté l'Association nationale des producteurs audiovisuels algériens. Est-ce que cette décision, elle est liée aux difficultés de la production dans le pays, ou est-ce que c'est d'autres aspects? Moi, je pense que pour faire du cinéma, avant tout, il faut faire une infrastructure. Et j'ai dit, après un énorme discours du président de la République qui dit carrément ce qu'il faut faire, il faut faire des salles. Là, un pays extraordinaire comme l'Algérie, aussi fort, potentiel énorme, humain, histoire, une volonté politique énorme, voilà. Et un potentiel énorme, humain, touristique, paysage, argent, tout. Et on n'a pas de salle. On peut faire ça en une année, on peut faire créer 500 salles, on peut dépasser l'Égypte facilement. Et là, on va créer des vrais films, on va créer un environnement, on va créer de la formation, parce que les gens, quand il y a l'argent, les gens vont se former. Il y aura des scénaristes. Mais il y a de l'argent. Il y aura des critiques. Il y a de l'argent. Excusez-moi, Samahni. Mais il y a de l'argent. Il y a un président de la République qui vous dit qu'il y a du pognon. Mais ça, le problème, il y a l'argent là-haut. Mais il y a de l'argent partout. On se bat pour des futilités. C'est ça le problème. On a. L'assise, c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois. Il a dit, faites vos demandes. Faites vos sociétés, créez vos sociétés, Les demandes ne sont pas dans on le est bon derrière sens. vous. Il a dit qu'il mettrait toutes les banques étatiques à la disposition de la production. Et il n'a pas précisé, excusez-moi de vous couper, parce que ça aussi, il faut se dire les choses. Il n'a pas précisé la production cinématographique. Il a dit la production audiovisuelle et cinématographique. Donc, faites les choses dans les règles de l'art. Allez-y. Il y a des banques étatiques qui sont là pour aider. Il y a des terrains qui sont disponibles pour construire des studios. Il y a des terrains qui sont disponibles pour construire des salles de cinéma. Et on y va. Mais moi, je suis désolé, quand on a la chance d'avoir des producteurs et réalisateurs comme vous, parce que l'Algérie a la chance d'avoir des producteurs et réalisateurs de votre acabit et de votre expérience, pour moi, on doit mettre 12 mois sur 12 des vraies émissions de télévision, des vraies séries de télévision et des vrais films de cinéma. Le but pour le cinéma, si on parle cinéma, parce que moi j'ai fait une grande différence entre cinéma et oui, il faut faire la distinction entre la production audiovisuelle et la production cinématographique. J'ai quitté un peu le cinéma par rapport à ça. Moi, je prépare un film là, commercial qui va sortir. Je galère pour le finir. Oui. Je galère. Et je parle, parce que je vais poser la question à Faisal, qui est très connaisseur du domaine, et je vais dire une chose simplement. Pourquoi il n'y a pas assez de critiques cinéma? Il n'y a pas assez de films. Il n'y a pas assez de production. C'est un marché. Quand il y aura un marché réel, il y aura de la concurrence, il y aura de la qualité. Comme maintenant, Anna, je pense, je vais juste revenir par rapport au Ramadan. Moi, je pense que maintenant, on était à l'étape 0. Il n'y avait pas assez de production. On était à 2 feuilletons. Là, on est à 10. Là, on est à 10 feuilletons. L'année prochaine, peut-être qu'on sera à 20 feuilletons. Et là, les gens vont dire, OK, Ramadan, c'est trop. Il faut qu'on sorte du Ramadan. Ça va devenir un besoin. L'argent demande. C'est ça ce que je pense. Moi, je pense qu'on fait du showbiz. Il faut penser de cette façon, à mon avis. Moi, tout simplement, pour aller dans son sens, en fait, je pense que peut-être il a mal utilisé le terme, notamment quand il dit « je me contente ». Moi, comment je l'entends, c'est qu'il y a tellement de demandes déjà importantes, notamment du public algérien, qu'il faut y répondre. Et c'est pourquoi, en fait, il parle de cet aspect un peu plutôt national que international, et puis après, on verra par la suite. Et moi, ce que j'entends en filigrane de ce qu'il dit, d'ailleurs, à juste titre, c'est qu'il est en train d'établir une radioscopie, un état des lieux. Et le président de la République, lors des assises notamment, il a évoqué quoi? Il a évoqué effectivement le soutien indéfectible, notamment pour l'industrie cinématographique, mais surtout aussi pour
donner les leviers à vous, les acteurs majeurs notamment de cette industrie, qu'elle soit cinématographique, audiovisuelle, télévisuelle, qui est dopée, ma foi, faut-il le rappeler, c'est une évidence, pendant le ramadan, avec une audience boostée. Et d'ailleurs, c'est là où peut-être, ce que j'entends aussi depuis tout à l'heure, c'est qu'il est drivé, c'est-à-dire qu'il est la conséquence notamment des choix des sponsors qui, eux, se contentent de dire dans un mindset notamment. Exactement, c'est là où je veux en venir. Lui, il est la conséquence, c'est-à-dire qu'il subit ce mindset qui dit business as usual. C'est-à-dire que. Pardon, exactement, c'est-à-dire que. Changer. C'est-à-dire on choisit la facilité, l'investissement facile, à savoir pendant les périodes propices, à savoir le ramadan, puisqu'elles sont dopées, et puis on se contente, et puis les 11 mois prochains, on réfléchira sur le modèle. Très bien. Idiots qui viennent de l'étranger. Merci tout le monde, merci d'avoir été là, merci à vous Yahya Mouzahem d'avoir accepté notre invitation ce soir, merci à Nariman Zekar pour son intervention. Mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain à partir de 22h. Ça passe pas comme, à très bientôt.